On va pas se mentir, on vit dans un monde qui parle fort mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse, on prend le temps. Et aujourd'hui, on écoute, vraiment. Assalamu alaikum, Imen. Comment vas-tu? Wa alaykoum salam. Très bien, alhamdoulilah. Un grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Bah, barakallahu fik. Plaisir partagé, Imen. Tu participes en fait à ce 14e épisode de l'émission OVPSM on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on va pas se mentir. Donc, on va se dire les choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va commencer avec une première question, Imen. Je ne vais pas commencer par ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es, si tu pouvais te présenter brièvement. Alors donc je m'appelle Imen, j'ai 31 ans, je suis née et j'ai grandi à Évry, dans le 91, plus précisément aux Pyramides, pour les connaisseurs. Je suis la 3e enfant d'une famille de 11, donc une grande fratrie, machallah. J'ai un père qui est né et a grandi en Tunisie de père tunisien et de mère française, et une mère qui est née et a grandi en France de parents français. Donc voilà un peu pour le parcours. J'ai un parcours très très banlieusard en vrai jusqu'à peu. J'ai fait mon lycée dans le 78. Après ça, j'ai fait mes études sur Paris, puis à Créteil, puis j'ai travaillé dans le 93 jusqu'à emménager. Donc il y a 8 ans maintenant à Strasbourg. Mais voilà, mes racines et mon parcours de formation, voilà, sont très plus banlieusards même que parisiennes. On connaît l'importance de la distinction. Mais voilà, pour te répondre brièvement. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel environnement en fait tu as grandi et tu t'es construite, pour être un petit peu plus précis? Dans un environnement vraiment marqué par le fait de grandir en quartier populaire pour le coup, donc avec énormément d'origines différentes, de religions différentes, de parcours très différents autour de moi, dans des milieux assez pauvres aussi, forcément malheureusement ça va un peu avec, mais du coup qui m'ont vraiment façonné une grande ouverture à la diversité, à la différence, etc. Je me souviens pas dans ma vie avoir rencontré des gens différents et m'être dit ah c'est bizarre d'être comme ça. En fait, ça a toujours été évident parce qu'on a toujours grandi avec ça, et ça je pense que c'est partagé par beaucoup de personnes qui grandissent en quartier populaire en France. J'ai une famille qui est pas du tout politisée explicitement, c'est-à-dire que ma politisation elle s'est construite bien plus tard en tant que jeune adulte. Bien plus tard, mais avec du recul, c'est un peu la sociologue qui parle. Malgré ça, ma mère nous a transmis des valeurs politiquement très fortes par son exemple, que ce soit la solidarité, l'entraide, le souci de la justice, etc. C'est des choses qu'elle nous a largement transmis dans notre éducation, que ce soit au sein de ma fratrie ou en dehors, en fait, avec le voisinage, à l'école, etc., au sein du quartier. Et donc j'ai grandi avec ces valeurs-là qui m'ont jamais vraiment quittée, et avec l'idée, et ça vient de ma mère aussi pour le coup, que peu importe au final ce qu'on faisait, la seule chose qui comptait vraiment, c'était de le faire vraiment bien et de pas se satisfaire de peu de choses ou quoi que ce soit, mais vraiment de faire à fond ce qu'on décidait de faire. Et ça, c'est vraiment un principe avec lequel elle nous a éduqués aussi. Donc j'essaye de garder et d'honorer, ce qui est pas toujours simple, mais voilà, que j'essaye en tout cas. Et après ça, j'ai un parcours un peu surprenant, pas très linéaire. J'ai fait des études d'abord dans la santé. Donc ma fac à Paris était dans un milieu pour le coup très marqué par la présence d'étudiants juifs pratiquants. Après ça, j'ai fait donc des études dans le paramédical à Créteil. J'ai travaillé en fait dans le milieu de la santé un temps, puis j'ai repris des études d'abord en éthique sociale. Pendant ces formations-là, j'ai eu des stages très marqués aussi dans des fondations protestantes. Mon lycée, c'était plutôt dans un milieu catholique. Donc c'est vraiment des expériences de diversité qui ont façonné aussi, je pense, mon rapport aux autres et au monde.
Et après avoir repris des études en éthique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que je voulais vraiment faire, c'était reprendre des études en sociologie. Et donc, c'est là que j'ai atterri en sociologie et qu'ensuite, j'ai poursuivi avec un projet de doctorat, quoi. Donc, et ma politisation s'est faite, honnêtement, plus dans mes expériences de jeune adulte, parce que dès le bac, dès l'après-bac, je me souviens m'être dit après le bac, vivement la retraite, que je puisse vraiment m'engager, faire ce en quoi je crois, etc. Et après, je me suis dit, mais c'est absurde, en fait, pourquoi faudrait attendre la retraite? Et je me suis engagée comme ça dans mes premières expériences de bénévolat, en fait. Et à l'époque, c'était plutôt des assos qui venaient en aide aux grands précaires, donc des personnes à la rue, des personnes sans papier, des personnes avec des parcours de rupture très forts, etc., dans des marauds, dans des centres sociaux. Donc, j'ai grandi avec ça et c'est là que j'ai commencé à construire ma politisation. Très critique par rapport aux failles du service public et à ce qu'il est censé porter, en fait, comme valeur, comme justice, en fait, comme principe de justice dans la redistribution des biens, dans l'accès aux droits, etc. Et ensuite, petit à petit, avec mon parcours religieux, spirituel aussi, où là, ma visibilité musulmane, le fait de mettre à porter le foulard a changé aussi mon rapport à l'espace public. Je pense qu'on pourra en discuter. Puis le fait d'accéder aux études en sciences sociales et particulièrement en sociologie, ça a vraiment là nourri d'autres engagements politiques, pas seulement dans des assauts de solidarité, mais là davantage politique, avec une réflexion plus large, politiquement parlant, quoi. Et c'est là-dedans, donc aussi à travers mes études que cette politisation-là s'est construite, quoi. C'est accentué, ok. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit un petit peu précédemment. Tu as fait la distinction entre Paris et la banlieue. Alors, donc, on va rester un petit peu sur la banlieue. Est-ce que pour toi, c'est une fierté et est-ce que pour toi, ça a une autre dimension, le fait de venir en banlieue? Est-ce que c'est une fierté? Oui. Alors, c'est un héritage, en fait, je dirais. Voilà, ok, un héritage. Est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi et est-ce que tu le prends en compte dans ta construction? Oui, clairement. Comme dit, c'est un héritage. Après, je veux pas, enfin, je vais être très claire sur le fait que je veux pas tenir le discours de oui, grandir en banlieue, c'est magnifique, c'est génial, c'est super, et de construire une idée presque un peu romantisée comme ça de la banlieue. Il y a énormément de problèmes, des problèmes de violence, des problèmes de trafic, des services publics qui sont sous-dotés, des établissements scolaires qui sont en difficulté, à qui on donne pas les moyens de travailler, etc. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle on grandit. Et c'est tout ce qu'on connaît, en fait, à ce moment-là. Moi, je suis sortie après du quartier à partir du lycée, mais il y en a pour qui c'est soit bien plus tard, soit pas du tout. Et c'est donc des réalités avec lesquelles on grandit. Mais quand je dis que pour moi, c'est un héritage, c'est que c'est un héritage et que c'est une responsabilité. C'est que d'un côté, c'est un héritage parce que malgré tout, c'est là-bas que j'ai appris profondément la solidarité. Et ça, encore aujourd'hui, je puise là-dedans, en fait, dans l'entraide entre des personnes qui n'ont pas grand-chose, en fait, qui sont toutes dans des situations plus difficiles les unes que les autres, que ce soit des parcours de réfugiés, que ce soit des parcours de grande précarité, que ce soit, quelles que soient les difficultés, mais qui malgré tout sont soucieuses, en fait, des personnes qui les entourent, de leur voisinage, des enfants des autres, en fait. Moi, j'ai vraiment grandi avec plein de tontons et de tatas dans tout l'immeuble qui étaient de je sais pas combien de nationalités différentes et voilà, donc ça c'est vraiment précieux pour moi et c'est une responsabilité dans le sens où les problèmes que les habitants des quartiers populaires traversent sont loin d'être résolus, on peut parfois même dire au contraire, malheureusement, et on a un travail à faire pour y répondre, pour faire en sorte que, il y a 1000 choses à faire pour le coup, et je veux pas oublier ça. Je veux pas oublier d'où je viens. Je veux pas oublier non plus le fait que sociologiquement, je suis plus une exception que la norme, parce que j'ai accédé à des études supérieures, parce que j'ai pu, ne serait-ce que sortir du quartier, voyager, avoir le choix, en fait, de décider d'aller vivre dans une autre ville, etc. Ça, c'est vraiment pas des choses qui sont données à tout le monde. Et en même temps, mon parcours s'explique sociologiquement, hein, il n'y a pas de miracle là-dedans. Mais voilà, j'estime que c'est à la fois c'est mes racines et je pense que politiquement ça m'a largement façonné. J'y puise encore aujourd'hui dedans, même si j'avais pas les mots à l'époque, j'en avais pas la connaissance ou quoi que j'ai aujourd'hui sur les sociétés dans lesquelles on vit. Et en même temps, ça restera toujours une responsabilité de se dire on a 1 million de choses à faire là-bas. Et c'est aussi pour ça que
que j'accepte typiquement ce type de discussion avec toi, c'est parce que c'est aussi pour tu vois, il y a des moments où j'ai des conférences dans des endroits et il n'y a rien qui me rend plus heureuse que quand à la fin de la conférence, il y a des jeunes femmes musulmanes qui viennent me voir et qui me disent ouais, c'est incroyable. En fait, on peut être musulmane et faire ça. En fait, on peut faire de la recherche. En fait, on peut avoir un avenir en France. Enfin, le simple fait de permettre aux jeunes d'être représentés, pour moi, c'est une grande responsabilité, un grand honneur. Ouais, ça donne des nouvelles perspectives. Absolument. Okay. Absolument. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, pour le coup. Rien que pour ça. Ok. Ok. Alors effectivement, je t'ai parlé de banlieue parce que moi, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. C'est par exemple dans mon combat qui est contre l'islamophobie, j'ajoute aussi la dimension contre l'effacement, dans le sens où je viens d'un quartier populaire, donc du coup, la dimension est autre parce que même au sein de notre communauté, il y a toujours en fait, tu sais très bien que les statuts sociaux sont fractionnés en fait en France. Enfin, en tout cas, le fossé est très grand. Et donc, du coup, effectivement, on vient d'un terreau où tu as parlé de solidarité, tu as parlé de précarité, de pauvreté, etc. Et je pense que c'est un terreau aussi propice pour pouvoir, si on a la mentale, l'éducation et une certaine ouverture d'esprit, à pouvoir en fait monter. Et effectivement, il peut y avoir des exceptions en partant de banlieue. Moi, je pense que c'est une dimension en fait très importante. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte de venir de banlieue, qui ont honte de la précarité ou alors qui ont honte de venir en fait d'un statut social qui est différent de celui qu'on pourrait en fait avoir ou à un moment donné de sa vie, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je me suis permis de revenir un petit peu sur le côté banlieue. Après, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, tu vois, même en travaillant à l'université, qui n'est pas du tout un milieu où tu retrouves des personnes issues de milieux populaires, elles sont extrêmement rares. Et même moi, tu vois, je l'explique, je sais que ma mère, elle vient de milieux plutôt privilégiés, alors même si elle a été laissée très, très jeune enfin voilà, elle a dû se débrouiller toute seule très jeune et du coup, ça crée des parcours assez hybrides, mais il n'empêche qu'elle a pu nous transmettre en fait les codes sociaux majoritaires qui font que, par exemple, j'ai pu réussir à l'école. Et ça, c'est des points qui sont essentiels et c'est pour ça que je disais, c'est pas un hasard, c'est pas voilà, un miracle ou quoi que ce soit, ça s'explique sociologiquement que des personnes puissent parvenir quand même à sortir de ces milieux-là. Mais après, aujourd'hui, je suis dans des milieux qui ne sont pas du tout proches des milieux populaires, pour le coup, mais c'est une question aussi de choix et d'engagement. C'est en fait, pour moi, elle est où ma maison ? Et ma maison, c'est avec les gens issus des quartiers populaires, tu vois, pas au sens littéral du terme, mais dans le sens où c'est avec ces gens-là que je me sens bien, que je me sens chez moi, que je me sens appartenir, en fait. Et ça, c'est des choix de vie et de manière d'être à la société. Ouais, clairement. Alors, tu as dit, Imen, que tu étais doctorante en sociologie donc à Strasbourg. Et tu bosses donc sur un terrain très sensible, on l'imagine. Pourquoi tu as choisi en fait ce sujet, sortie de prison et radicalité? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, pour être honnête, je n'ai pas tout à fait choisi le sujet. Moi, je travaillais pendant mon master en fait en sociologie, j'avais décidé de travailler, ça je l'avais choisi, sur les effets des politiques de lutte contre la radicalisation, donc comme l'État les appelle, sur les musulmans. Et les musulmanes. Et du coup, je m'étais intéressée à me dire, ok, ces politiques-là, elles disent qu'elles ont tel et tel objectif, qu'elles servent à ça et à ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait aux populations qu'elles ciblent, en l'occurrence les musulmans et les musulmanes en France. Et du coup, pour ça, j'avais mené un projet de recherche sur l'impact de ces politiques-là sur les familles musulmanes qui décidaient de faire l'école à la maison ou l'instruction en famille. Parce qu'on avait à l'époque, en 2018, un rapport qui était sorti qui disait qu'il y avait de plus grands risques de radicalisation pour les enfants qui étaient élevés dans des familles musulmanes qui faisaient l'école à la maison. Et moi, je me suis dit, ah bon, tiens, c'est marrant et tout comme chiffre. Et donc, j'ai cherché en fait d'où venait ce chiffre. Et en fait, il n'avait aucune source. Donc, c'était une pure invention politique. Ça n'avait aucun fondement en fait démontré. Et je me suis dit, c'est quand même fou. C'était ma naïveté de l'époque. C'est quand même fou qu'un rapport politique puisse inventer un chiffre comme ça en toute, voilà, sans gêne. Et je me suis dit, bon, dans ce cas, autant aller voir ce que font vraiment les familles musulmanes quand elles disent qu'elles font l'école à la maison et c'est quoi leur réalité quotidienne, pourquoi elles le font, est-ce que c'est réellement des motifs religieux ou pas, et concrètement, qu'est-ce que ça fait aux enfants et qu'est-ce qu'ils font, en fait, ces enfants-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé ce premier travail de recherche et c'était l'objet de mon mémoire de master en sociologie. Et c'est ce qui a donné la publication
publication d'un des chapitres du livre Au-delà du séparatisme et de la radicalisation, et qui donc enquêtait sur ça. Et donc, pour le coup, en parallèle de ça, j'ai effectué un autre travail de recherche en partenariat avec le laboratoire dans lequel j'étais, donc qui est mon laboratoire actuel, laboratoire SAGE, et sur les effets de ces mêmes politiques de lutte contre la radicalisation, mais cette fois-ci sur les élèves musulmans à l'école publique. Et qu'est-ce que ça leur faisait? Et c'était juste après l'année de l'arrivée des politiques de signalement pour radicalisation, où les élèves à l'école pouvaient être signalés pour radicalisation ou signalés pour atteinte à la laïcité. Et donc là, j'ai été travailler auprès des jeunes, en dehors de l'école, bien sûr, pour leur permettre d'être libres d'exprimer ce qu'ils voulaient, et pour essayer de comprendre ce que ça faisait en fait à leur expérience d'élèves à l'école de vivre ces potentiels signalements-là. Donc voilà comment je suis arrivée donc à la fin de mon master avec ces 2 sujets d'études, et en fait on est venu me chercher. On m'a proposé, puisque la fin de mon master correspondait à l'arrivée d'une demande en fait de recherche-action sur la question des sorties de prison des personnes détenues qui étaient condamnées pour du terrorisme, des faits de terrorisme, ou détectées par l'administration pénitentiaire comme étant radicalisées. Et donc on m'a proposé à la sortie de mon master de poursuivre un doctorat sur cette thématique-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. D'accord, ok. Et je reviens sur une chose, Imen. Est-ce que tu peux, pour les personnes en fait qui vont regarder cette vidéo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces campagnes de signalisation concernant en fait ces... À l'école? Oui, à l'école. Ouais. À l'école? Alors, je peux parler de ce sur quoi j'ai travaillé du coup, mais il y a d'autres travaux qui en parlent aussi pour le coup. En l'occurrence, moi, j'avais travaillé dessus entre 2018 et 2020. Donc malheureusement, depuis, il y a eu la loi séparatisme, et donc c'est des choses qui se sont certainement aggravées. Mais en fait, ce qu'on a montré, c'est que les élèves musulmans avaient intériorisé en fait cette crainte du signalement, et du coup étaient capables d'identifier les espaces et les adultes avec qui ils pouvaient réellement discuter, poser leurs questions ou pas, et notamment dans les sujets qui sont qui font partie du spectre de la radicalisation tel que le gouvernement, l'État, en fait, les institutions le pensent. Je précise que moi, en tant que sociologue, je ne travaille pas avec le concept de radicalisation. Pour moi, ce n'est pas un concept en sciences sociales, c'est vraiment une construction politique. Donc, quand je l'emploie, c'est parce que les politiques publiques l'emploient. Et donc, on s'est rendu compte que ces élèves-là étaient tout à fait capables de se rendre compte que, par exemple, il ne fallait pas discuter en cours de bio des théories de Darwin avec tel et tel professeur, parce que sinon, c'était un risque de signalement, que ce soit pour radicalisation ou atteinte à la laïcité. Ils se rendaient bien compte que si, je ne sais pas moi, une jeune fille s'appelait Yasmine et qu'elle venait avec un bandeau sur les cheveux, on allait la regarder de travers et potentiellement la convoquer pour lui dire c'est quoi ce bandeau, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, sous-entendant que c'était un foulard, alors que sa copine Clara mettait des bandeaux plus larges et personne ne lui disait rien. Enfin, donc, ils avaient une conscience en fait de la racialisation au regard de l'institution, et ils se rendaient compte que il y avait des choses en fait qui n'étaient plus dissibles. Et donc, ils mettaient en œuvre, et là je parle de collégiens et de lycéens, puisqu'on a travaillé avec des collégiens et des lycéens, ils mettaient en œuvre une autocensure pour se prémunir en fait de ces signalements-là, dont les effets étaient d'une violence inouïe et très répressifs pour le coup, et se rendaient bien compte qu'il y avait certaines discussions qui étaient possibles avec les enseignants et d'autres qui ne l'étaient pas, parce que ça sortait du lien pédagogique qu'ils avaient d'habitude avec leurs enseignants pour aller sur un lien vraiment sécuritaire, répressif, et que donc il fallait s'en prémunir, quoi. Et ça, c'est des discussions que on avait organisé des jeux de rôle, en fait, des jeux d'improvisation avec les jeunes. Et ils étaient vraiment en mesure de caricaturer, pour le coup, les compréhensions de la radicalisation par l'école, et de jouer, en fait, ces discussions-là de façon vraiment très fine et très consciente, en fait, des enjeux qui vont autour. Et ce qui est assez triste, parce que du coup, ils étaient pleinement conscients de l'autocensure nécessaire qu'il fallait pour pouvoir naviguer cet espace scolaire en tant que musulmans, et du regard différencié que l'école allait porter sur eux et sur elles, parce qu'ils étaient perçus comme musulmans et musulmanes, quoi. Ok, et de quoi étaient composées ces fiches de signalisation qui circulaient dans certains établissements? Tracées sur le front, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, pour le coup, là, je me réfère pas à mes travaux, mais à un article de Claire Donnet, qui, elle, a travaillé sur les motifs de signalisation, et qui a eu accès donc à un certain nombre de rapports de signalisation, que ce soit pour radicalisation ou atteinte à la laïcité.
Et là, on se rend compte que c'est... et encore une fois, hein, je parle de 2018, 2019, 2020. Ouais. Aujourd'hui, c'est malheureusement, on retrouverait très probablement les mêmes fonctionnements, mais avec une intensité, une extension en fait de la compréhension radicale du signe religieux qui est encore plus grave, encore plus répressive sur les élèves. Mais donc, cette collègue Claire Donnet a montré qu'on pouvait trouver des motifs de signalement comme le fait qu'un enfant très jeune, hein, de 5 ans, 6 ans, pouvait refuser de donner la main à une petite fille. Et parce qu'il était d'origine maghrébine, on le signalait pour atteinte à la laïcité ou radicalisation. On pouvait convoquer les parents à l'issue de ça en leur demandant de s'expliquer. Il y avait beaucoup de signalements de jeunes qui pouvaient se convertir, donc qui pouvaient devenir musulmanes à l'âge du collège ou du lycée. Là, systématiquement, il y avait des signalements aussi. Il y avait des signalements énormément dans les cours qui revenaient tout le temps, c'est des cours de SVT, donc de biologie, où il y avait tous les enseignements sur les questions de l'origine de la vie, la construction de la planète Terre, et les théories de Darwin, etc. Et donc là, à chaque fois que ce qu'on remarquait, et ça moi je l'ai retrouvé pour le coup dans mes travaux, c'est qu'à chaque fois que les jeunes posaient des questions sur ces sujets-là, peu importe en fait, ils pouvaient simplement poser des questions, ce que font n'importe quels élèves à l'école, du moment où c'était des jeunes qui étaient d'origine maghrébine ou perçus comme musulmans ou musulmanes, automatiquement ça crispait en fait les enseignants qui pouvaient procéder à des signalements, etc. Et ce qu'a montré aussi ce travaux, c'est que beaucoup d'enseignants en fait signalaient surtout les premiers temps, sans savoir où allait le signalement et sans savoir ce qui allait se passer après. Et que donc très souvent on avait des enseignants et des enseignantes qui un peu presque appelé à l'aide en disant bah voilà, tel élève me demande ça, ou en cours d'histoire ou cours d'éducation civique aussi, sur la laïcité, sur les questions des caricatures, sur l'histoire de la colonisation, etc. Il y avait plein de questions qui revenaient. Et donc, les enseignants, en fait, appelaient un peu à l'aide en ne s'estimant pas compétents pour répondre à ces questions, pour discuter, en fait, de ces sujets-là en classe. Et finalement, ils se retrouvaient avec des mesures extrêmement répressives qui tombaient sur l'élève, sur sa famille, etc. Et donc, il y a un fort sentiment aussi de trahison, parfois, en fait, ou d'avoir été trompé des enseignants et des enseignantes, notamment dans les premiers temps de ces dispositifs. Ok, subhanallah. Mais qu'on voit, du coup, c'est des motifs qui sont extrêmement classiques, en fait, pour n'importe quelle pratique religieuse, ou que parfois on accorde, et ça, c'est un résultat que j'ai retrouvé aussi dans mes travaux, on accorde, en fait, une signification contestataire à un signe religieux des plus basiques, ou parfois à une absence de signe religieux, mais simplement d'un comportement qui est émis par un enfant qu'on considère comme étant probablement musulman. Et ça suffit à déclencher une machine répressive terrible dans l'institution par excellence qui est censée porter le rôle pédagogique en fait vis-à-vis de ces jeunes, quoi. C'est des notes blanches avant l'heure. C'est des notes blanches mais en milieu scolaire. Hein, c'est fou. J'étais tombé sur une fiche de signalisation avec tous les motifs. Et c'est vrai que c'est complètement fou. On n'en parle pas. En fait, t'as l'impression que plus les années passent, plus il y a de répression, et avec les extensions de loi, etc., et tous les arrêtés, etc. Aujourd'hui, en fait, vu qu'on dépasse l'impensable à chaque année qui passe, on oublie ce qui s'est passé précédemment. Mais c'est quand même très, très grave. Et tu l'as dit, tu as bien fait de le rappeler, tu as bien fait de rappeler aussi les dates. Tu as dit 2018-2020. Nous sommes en 2025 et on va en parler un petit peu plus tard. Mais effectivement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, entre guillemets. Tu travailles aussi en lien, Imen, avec les services pénitentiaires du ministère donc, de la Justice. Qu'est-ce que tu observes concrètement ? Alors déjà pour préciser, puisque ça m'a valu des discussions sur Twitter, mon travail avec l'administration pénitentiaire est terminé. C'est une convention de recherche qui s'est déroulée de 2019 à 2022, donc c'est plus le cas actuellement. Comme ça, je réponds à certaines questions d'avance.
Euh, mon travail au sein de l'administration pénitentiaire, en fait, il consistait d'abord, au départ, initialement, en une recherche-action, puisque l'administration pénitentiaire voulait qu'il y ait un partenariat avec l'université pour construire un nouveau dispositif d'aide à la réinsertion, donc pour les personnes qui étaient concernées par les faits de terrorisme et de radicalisation au sens large, quoi. Et donc pour ça, on m'a demandé donc de travailler avec des agents de l'administration pénitentiaire sur ce projet, ce qu'on a fait, et on a développé un dispositif basé sur la justice restaurative qui prenait les liens locaux, la question du sens de la place de la personne dans la société, etc. Donc un projet qui est, pour le coup, avait de belles ambitions et qui très concrètement avait prouvé son efficacité dans différents secteurs et dans d'autres pays que la France, mais qui n'a pas été mis en œuvre. Donc ça, nous, on propose, on construit, on met les outils entre les mains des décideurs politiques et après ils en font ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, ils l'ont pas déployé. Pourquoi? Et ça m'amène à sur quoi porte ma thèse, en fait, parce que ça, c'était vraiment mon travail sur la recherche-action. Et ma thèse, donc de doctorat, là, la partie vraiment sociologique, sciences politiques, elle traite justement de l'analyse de ces politiques publiques de lutte contre la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire. En fait, j'ai refusé de travailler sur les personnes détenues, soit qui sont condamnés pour terrorisme, soit que l'administration considère comme étant radicalisées. J'ai refusé de travailler sur ces personnes-là et soi-disant les parcours d'engagement dans la radicalisation, etc. C'est pas ça qui m'intéresse et ça me semble problématique pour plein de raisons. Mais par contre, je fais ma thèse sur l'administration elle-même et sur comment l'administration comprend la radicalisation et comment elle y répond en fait, comment elle gère les personnes qu'elle considère être radicalisées, comment elle décide qui est radicalisé et qui l'est pas, et une fois qu'elle les fait entrer dans cette catégorie, qu'est-ce qu'elle en fait et qu'est-ce qu'elle construit, etc. pour ces personnes. Et donc c'est ça en fait l'objet réel de ma thèse. D'accord. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Après tu me disais comment ça s'est passé, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, mais alors, après, c'était qu'est-ce que tu observes concrètement? Donc, oui, tu as un petit peu répondu dans tous les cas, donc c'est plus d'actualité, mais c'est intéressant. C'est intéressant de la manière dont ta thèse, en fait, allait. En fait, j'ai terminé donc cette période-là on a toujours en sciences sociales une période de terrain et ensuite des périodes voilà de traitement des données, d'analyse, ensuite de publication, de valorisation en fait de ce travail-là. Et donc c'est pour ça que je travaille plus aujourd'hui avec l'administration pénitentiaire parce que cette période de terrain-là, donc de collecte des données, elle est terminée. Mais je suis donc dans la phase d'analyse et de rédaction. Et pour le coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe une compréhension de la radicalisation qui est éminemment construite autour de la figure de l'ennemi musulman, majoritairement, et qui donc porte une approche essentialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menace, elle est innée chez les musulmans et les musulmanes, en fait. Et, c'est en eux et en elles. Et plus ils vont être musulmans et musulmanes, plus ils vont être pratiquants ou pratiquantes, et plus il y a de chances, en fait, qu'ils deviennent dangereux, violents, contestataires, etc. Donc ça, c'est la compréhension très linéaire de la partie majoritaire, en fait, de cette compréhension, parce que c'est pas la seule en prison, de la radicalisation. Et cette compréhension de la radicalisation, elle amène, du coup, des réponses extrêmement sécuritaires, puisque de toute façon, c'est leur nature. À quoi bon faire semblant d'essayer de les réinsérer, puisque de toute manière, c'est dans leur nature, c'est dans ce qu'ils sont, donc on peut rien y faire. La question de la transformation, de la réhabilitation, de la réinsertion, c'est pas leur sujet. Et je fais l'hypothèse, enfin j'avance l'hypothèse que c'est entre autres pour ça que le dispositif de réinsertion qu'on a construit a jamais été mis en œuvre, c'est que en fait il faut pas chercher à réinsérer, il faut les neutraliser. Et les neutraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire les garder le plus longtemps possible en détention, en cumulant des peines sur des peines. Et puis même lorsque la peine arrive à son terme, il y a un refus systématique des aménagements de peine qui sont d'habitude octroyés aux personnes en détention pour d'autres motifs. Et puis une fois qu'elles finissent par sortir de détention, alors là c'est l'appareil du ministère de l'Intérieur qui prend la relève avec des suivis par le renseignement, des obligations d'être contraint dans un périmètre, que c'est celui de la ville, celui du département, parfois des obligations à aller pointer au commissariat. Donc il y a tout un autre arsenal en fait, non plus judiciaire mais administratif qui se met en œuvre, parfois avec des assignations à domicile, etc. Enfin comme on connaît, je pense que sur ta chaîne tu as eu l'occasion de discuter de ces mesures assez souvent. Lorsque les personnes sortent de prison, alors qu'elles ont terminé cette peine, normalement le principe en droit français c'est qu'une fois que ta peine est terminée, tu es un citoyen comme tout le monde. Là, c'est pas le cas. Et donc, elles sortent de prison, elles ont terminé cette peine et elles continuent de faire l'objet de mesures très dures et très contraignantes, en fait, qui permettent absolument pas, dans la plupart des cas, une réinsertion digne de ce nom.
Et tout ça pourquoi? Parce qu'on comprend comme je disais, la radicalisation de façon essentialiste, de façon voilà, intimement liée à l'islam. Et donc, plus on est musulman, plus on est dangereux. Et si on l'est pas encore, c'est qu'une question de temps. Donc, dans tous les cas, c'est à surveiller. C'est les politiques du soupçon qui priment et qui donc engagent ensuite des appareils administratifs de surveillance, de répression sur ces personnes, même à la sortie de prison. Ok. L'autre pôle, un peu au sein de l'administration pénitentiaire, parce que c'est une administration qui est très hétérogène. Il y a énormément de métiers différents dedans, il y a beaucoup de profils très différents dedans. Il y a un autre grand pôle, c'est un peu schématique, mais c'est pour donner les grandes lignes. C'est plutôt le pôle du travail social qui voit la radicalisation comme un processus, en fait, un processus dans un parcours de vie avec des moments de rupture, des moments de souffrance qui font que, à un moment donné, une idéologie politique va résonner en eux ou en elles et va les engager voilà, à répondre de certains groupes, etc. Et donc, puisqu'ils perçoivent, bien sûr, l'islam est présent dedans, mais il n'est pas forcément l'essence de la question. Pour eux, l'essence de la question, c'est vraiment le parcours de vie, en fait. Et donc, l'islam, c'est une des dimensions de ce parcours de vie, mais c'est pas le seul. Et donc, pour eux et pour elles, l'idée, c'est de pouvoir prendre en charge, en fait. C'est une compréhension classique du travail social. S'il y a un problème, il faut le traiter, il faut l'accompagner. Donc, on prend en charge. Donc, on met en place des programmes de prise en charge, des programmes de prévention. On travaille le projet de sortie, projet de réinsertion, etc. Et cette vision-là, aujourd'hui, elle a cette dualité, en fait, compréhension sécuritaire de la prison, compréhension sociale de la prison, elle a toujours existé depuis l'existence de la prison, mais aujourd'hui, on est dans une époque où la dimension sécuritaire prend de plus en plus de place, et sur les questions de terrorisme et de radicalisation, c'est encore plus... c'est vraiment un paroxysme de ce rapport de force où la dimension sécuritaire est largement majoritaire. Donc même lorsqu'on trouve des travailleurs sociaux, des psychologues, des éducateurs, des éducatrices en prison qui vont chercher à faire un travail de fond sur la construction d'un projet de réinsertion, de donner du sens à la peine, etc., ça va être contraint en fait par la compréhension sécuritaire qui à la sortie va de toute façon remettre en place les restrictions de déplacement, les pointages au commissariat. Ouais. Donc là, le projet tombe en éclats. Comment vous voulez avoir un emploi s'il faut aller pointer 2 fois par jour au commissariat, s'il ne pouvait pas aller dans la ville d'à côté pour travailler. Enfin, et donc là, on voit que c'est plein de contradictions en fait au sein de l'administration pénitentiaire sur la compréhension de ce qu'est la radicalisation, quoi. Conclusion, surveiller plus que réinsérer. Alors moi, je dis même plus que surveiller, je dis neutraliser. Plus neutraliser. Et neutraliser, ça va des formes de surveillance, qui sont, c'est peut-être la forme la moins intense, c'est des formes de surveillance, donc administrative, judiciaire, policière, etc., à la forme la plus extrême, c'est-à-dire la prison à vie, l'isolement en quartier d'isolement pendant toute la peine, et ça va jusqu'à la mort, en fait. La mort de la personne, que ça soit sur des territoires, en dehors de la France. On sait qu'aujourd'hui, la France est très frileuse au rapatriement de personnes qui sont engagées dans des groupes considérés comme terroristes à l'extérieur de la France. Enfin, on préfère les laisser loin là-bas, mourir là-bas à petit feu, y compris leurs enfants, y compris des mineurs, en fait, qui sont de nationalité française. Et donc, c'est vraiment ce panel-là, la neutralisation, elle va vraiment de la surveillance à l'enfermement, à l'isolement le plus total, jusqu'au décès, quoi. C'est vraiment une compréhension radicale et essentialiste, en fait, de l'ennemi musulman, quoi. Ça a du sens, neutraliser. C'est vrai. C'est vrai. Imen, il y a beaucoup de fantasmes autour de la radicalisation. Est-ce que tu peux déconstruire un petit peu tout ça, Inch'Allah? C'est une grande mission que je vais sûrement pas pouvoir faire de façon exhaustive là, mais en tout cas, mes travaux s'y attachent à déconstruire le concept soi-disant de radicalisation. Encore une fois, pour moi, c'est pas un concept, c'est une construction politique. Qui a des objectifs, qui a des fonctionnements, etc. Mais pour moi, c'est surtout pas un concept en sciences sociales. Et je sais que beaucoup de collègues l'utilisent et souvent, du coup, on travaille assez peu ensemble parce que des chercheurs et des chercheuses ont contribué à donner de l'épaisseur, en fait, et parfois un vernis sociologique ou scientifique à un concept
qui est une construction politique. Il y a un champ d'études, pour le coup, qui existait bien avant ces questions-là de radicalisation, donc bien avant la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la terreur, etc., qui est la sociologie des violences politiques. Et ça, c'est pour le coup un champ d'études qui est plus indépendant, qui a travaillé depuis des décennies, etc., sur ces choses-là, et qui utilise la notion de processus de radicalisation pour expliquer l'engagement dans les violences politiques, le recours aux violences politiques. Mais hormis ce champ de travaux-là, tous les travaux qui sont nés depuis les années 2010, 2015, etc., en France, je veux dire dans les contextes anglophones, c'était plus tôt, mais qui sont nés depuis ces champs-là, en fait, qui souvent sont des réponses à des appels à projets du gouvernement, de l'État, des institutions publiques, en fait, qui financent ces travaux. Moi, je suis très critique, en fait, de cette démarche parce que elle permet pas de questionner, en fait, ce que le politique appelle radicalisation. Et on se rend compte que on avait un certain nombre de personnes qui s'engageaient dans des groupes qui prônent en fait l'usage de la violence politique, mais que c'était pas donc il y avait pour ça l'appareil de la lutte antiterroriste, mais qui mobilisait en fait des services très sécuritaires, c'est-à-dire les renseignements, des services policiers. Enfin, c'est très spécialisé, c'est très sécuritaire. Avec l'arrivée de la radicalisation, on se dit en fait, l'État devrait intervenir en amont de l'acte terroriste. Ça veut dire qu'avant même que l'acte terroriste soit en préparation, il faudrait que l'État puisse identifier les personnes qui sont susceptibles de poser des actes terroristes, d'avoir recours à la violence politique et les neutraliser donc en amont. Et faire de la prévention, donc après selon comment on comprend la prévention. Et donc ça a été radicalement une révolution en fait au niveau des politiques publiques de lutte contre la violence politique. Pourquoi ? Parce que ça donnait la légitimité à l'État d'aller travailler, d'aller surveiller et d'aller intervenir auprès de personnes bien avant qu'elles aient fait quoi que ce soit d'illégal. Bien avant qu'elles aient participé à la préparation d'un attentat terroriste, qu'elles aient, bien en amont, en fait, ça étend énormément le champ de légitimité de l'action de l'État et ça la distribue à d'autres institutions qui n'étaient pas concernées par la lutte antiterroriste. L'éducation nationale, la lutte antiterroriste, c'est pas son affaire. Par contre, la lutte contre la radicalisation, ça devient un sujet central de son travail avec des dispositifs, des formations, etc. Donc, on voit comment cet usage-là de la radicalisation a permis en fait de légitimer l'action de l'État à la fois bien en amont et donc avant tout acte illégal et en même temps donc avec des processus de surveillance, de ciblage en fait de certaines communautés par ces politiques-là et en même temps de distribuer ce rôle-là à absolument toutes les institutions, dans la santé, dans l'éducation, dans les services policiers, etc., comme d'habitude, mais ça, c'est pas nouveau. Mais dans tous les domaines, à l'université, toutes les institutions doivent maintenant se saisir de ce truc-là, et ça donne le droit de surveiller, de désigner comme suspect, de prévenir. Donc, prévenir, c'est aussi un mot qu'il faudrait discuter, mais ça donne le droit à l'État d'intervenir en amont et donc de mettre en place des politiques qui ciblent majoritairement des populations musulmanes issues des quartiers populaires, généralement plutôt jeunes, avec une dimension genrée, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas la même chose pour les hommes et pour les femmes, selon comment elles sont perçues, et avec la possibilité d'ouvrir la voie en fait à de nombreuses nouvelles dispositions, qu'elles soient légales ou non. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la loi sur le séparatisme, avec la loi sur l'entrisme, etc. Il y a une continuité de légitimité de l'État à intervenir toujours plus fort dans la vie de ces personnes-là qui sont considérées comme suspectes, en l'occurrence les musulmans, les musulmanes, les personnes issues de l'immigration, etc., les personnes issues des quartiers, et en même temps que cette légitimité à les cibler, elles, ça donne le droit à agir sur des choses qui ne sont pas juridiquement ou qui ne sont même pas légales, en fait. Il suffit parfois d'un décret de la préfecture où il suffit qu'un politicien fasse une déclaration en désignant, comme on l'avait vu il y a quelques années, les signaux faibles de la radicalisation en disant si tu as une tache sur le front, si tu pries 5 fois par jour, si tu refuses le verre de l'amitié avec les collègues, tu es potentiellement en train de te radicaliser. Donc, on montre du doigt, on rend suspect, en fait, l'ensemble des musulmans et des musulmanes, toutes les personnes qui sont perçues comme telles. Donc, ça, c'est ça l'usage, en fait, très fort de la radicalisation et qui, à mon sens, ça me semble dangereux en tant que chercheur et chercheuse de prendre ce truc-là, qui est vraiment une construction politique très forte, et de dire, OK, maintenant, on va se mettre autour de la table pour savoir comment les gens se radicalisent, comment ils deviennent radicalisés. Et là, c'est
il y a une foison de réponses de chercheurs et de chercheuses qui vont se disputer la bonne définition de la radicalisation, qui vont se disputer tout un tas de financements. J'ai hâte que des missions de recherche émergent sur l'ampleur des financements sur les questions de radicalisation sur l'université et ce que ça a permis de faire, en fait, de donner comme légitimité à ce concept. Ils ont participé, en fait, des chercheurs et des chercheuses participent à rendre ce concept-là légitime sans questionner sa construction. En fait, ils le prennent comme quelque chose d'existant dans la réalité sociale, alors que voilà, c'est très critiquable et ça a des effets extrêmement forts et néfastes sur les populations que ce concept-là cible, quoi. Ouais, je ne sais pas si ça répond Oui, bien à ta question. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est intéressant de parler de radicalisation sous cet angle-là. Et Imen, tu portes le hijab. Ok. Tu évolues dans des milieux universitaires. Ok. Institutionnels. Ok. Et ça, en France, c'est tout sauf neutre. Bon, ça, on le sait. Dans ton quotidien professionnel, académique, tu ressens quoi? Est-ce que tu as des blocages, des regards, des critiques à ton sujet? Alors, sur la question, je pense que je vais commencer par l'université, parce que la question de la prison, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, sur la question de l'université, pour te donner une anecdote très parlante, très concrète, la toute première fois que j'ai participé à un colloque à l'université donc, de Strasbourg, pour le coup, lorsque je suis arrivée un petit peu plus tôt à ce colloque pour préparer la salle, etc., préparer la journée, un des participants du colloque donc, m'a prise pour la femme de ménage. Et ça évidemment, il n'y a aucune notion de dévalorisation ou quoi de ma part de ce métier, mais ça illustre très bien, à mon sens, comment on comprend la place des femmes musulmanes dans la société française, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'elles n'occupent que les métiers qui sont les plus dévalorisés par la société. Donc, des métiers qui sont mal rémunérés, des métiers souvent invisibles, ingrats, etc. Des métiers que d'autres ne veulent pas faire, que très massivement on donne aux personnes issues de l'immigration. Et donc, ça dit quelque chose de la manière dont ma présence au sein de l'université est au mieux une surprise pour les gens les plus bienveillants, et dans l'autre extrême, un problème, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, en fait? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, en étant musulmane, pratiquante, en gardant son foulard? On m'a déjà aussi fait comprendre que, normalement, quand on monte dans les diplômes, on est censé le porter moins, parce que ça va avec l'émancipation par le savoir, etc. Donc là encore, c'est des compréhensions orientalistes vraiment de base de la pratique musulmane. Il y a encore, après des années de présence, puisque aujourd'hui j'ai 6 ans d'inscription en doctorat, donc des années de présence dans mon environnement de travail, c'est des regards encore surpris. Parfois, lorsque j'accède à certains espaces qui sont réservés aux chercheurs et chercheuses et que je suis seule, on me regarde de travers, alors que c'est jamais le cas quand je suis avec des collègues blancs. Il y a encore des personnels qui refusent de me dire bonjour quand je leur dis bonjour tous les matins en arrivant dans le bâtiment, alors qu'ils disent bonjour à tout le monde. Enfin, tu vois, c'est en fait un environnement qui fait sans arrêt sentir qu'on n'est pas vraiment à notre place. Comme dit, au mieux avec surprise, avec étonnement, ah, tiens, c'est possible qu'une femme qui porte le foulard se retrouve là, et dans le pire des cas, avec hostilité, en disant, mais c'est pas normal, en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, en fait. Et ça, c'est juste ce à quoi moi j'ai accès, et je ne doute pas de ce qui peut se tramer en dehors sur le fait que je puisse effectuer mon doctorat, être membre du laboratoire activement dans lequel je suis et porter le foulard. Je sais que c'est des questions qui sont posées voilà, dans ces milieux-là. Donc ça, c'est le côté vraiment université, avec en plus le fait qu'on est extrêmement minoritaire. Il y a très peu de personnes musulmanes et musulmanes en général, de personnes racisées selon les domaines de travail, les domaines d'études, ça varie un petit peu, mais globalement, on est extrêmement minoritaire. Et dans le cas de l'administration pénitentiaire, c'était encore plus radical, puisque dès mes premières semaines en fait d'arrivée au sein de l'administration pénitentiaire, on a considéré systématiquement, j'étais traitée comme si j'étais je pouvais pas être en fait de nationalité française, donc on me demandait mon titre de séjour à l'entrée des bâtiments
alors que pour le coup, j'avais encore rien dit, rien fait, pas ouvert la bouche. Enfin voilà, juste l'a priori, la lecture sociale de mon corps suffisait à ce qu'on me demande mon type de séjour et pas ma carte d'identité française. Ensuite, j'étais considérée comme délinquante ou famille de délinquantes, c'est-à-dire que on m'a appelée, on s'est étonné de ma présence dans des espaces qui étaient réservés aux professionnels et à leurs partenaires, en disant, les personnes sous main de justice n'ont rien à faire là. Donc, automatiquement, si je suis musulmane, c'est que je suis forcément sous main de justice, je ne peux pas être partenaire de l'administration. Ou sinon, on me disait, les parloirs famille, c'est à 13h, c'est pas maintenant. Donc, si je ne suis pas délinquante moi-même, je suis épouse de ou sœur de délinquante, ça ne peut pas être autre chose. Là encore, sans aucune interaction qui précède ça. Vraiment, il suffit de me voir, en fait, pour que les personnes aient cette compréhension-là de qui je suis. Et le troisième point qui est lié, qui découle des deux suivants, mais qui est lié, c'est qu'on considère que, en fait, je ne peux être qu'une djihadiste, une terroriste, tout ce qu'on veut. Et là, pour le coup, je fais référence notamment à une expérience en particulier, mais qui s'est reproduite par la suite de différentes manières, où je me suis rendue dans un établissement pénitentiaire et en fait, on m'a empêché d'y entrer, d'y poursuivre mon travail, en l'occurrence des entretiens avec des personnes détenues, en me disant, donc on m'a mise de côté dans une petite salle, ça ressemblait à une sorte de garde à vue en fait, où on m'a dit, vous allez quand même pas nous faire croire que vous êtes musulmane et vous travaillez sur la radicalisation, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème, on sait que vous êtes là pour recruter des djihadistes, donc soit vous nous dites vraiment pourquoi vous êtes là, soit on vous laisse pas repartir en fait. Donc là, je me suis dit, moi, ça a le mérite d'être clair. On a commencé à discuter sérieusement et j'ai été gardée comme ça contre ma volonté pendant plusieurs heures, toute une demi-journée, où d'un côté, je me faisais hurler dessus par le directeur de l'établissement qui s'offusquait qu'on ait pu me laisser entrer, que j'ai des autorisations d'accès, parce que pour entrer en prison en tant que chercheuse, c'est tout un bazar en termes de démarches, de papiers, etc. Il faut des autorisations signées par le directeur de l'administration pénitentiaire régionale, etc. Et donc, malgré ces autorisations, il s'offusquait en disant, mais qui a autorisé ça, etc. Et il a été jusqu'à dire, c'était pas mentionné votre religion sur le papier, donc c'est pas normal. Et je lui dis, oui, d'accord, donc on est retourné en 33, en fait, c'est ça l'idée. Et donc, c'est vraiment très violent. Et de l'autre côté, son adjoint, qui lui s'asseyait calmement avec moi, il me disait, bon, d'accord, ok, le directeur, il s'énerve un peu, mais concrètement, vous n'allez quand même pas nous dire que vous n'êtes pas là pour recruter des djihadistes, quoi. Et il n'en démordait pas que c'était pas possible que je sois musulmane et sociologue, en fait. Et ça a été l'expression la plus explicite de cette compréhension de ma présence en prison, mais elle s'est poursuivie pendant toute ma présence au sein de l'administration pénitentiaire. À chaque fois qu'il y avait une attaque, un attentat, etc., on suspendait mon autorisation d'accès, comme si c'était mon frère, qui avait fait le truc ou que j'étais liée à lui. Enfin, automatiquement, j'étais liée à ces événements et donc on suspendait mes autorisations d'accès. À chaque fois qu'il y avait ce type d'événements ou quoi que ce soit, les regards en fait étaient terribles dans les établissements pénitentiaires, dans les espaces, par exemple dans les cantines en fait qui étaient réservées au personnel de l'administration ou quoi que ce soit, dans lesquels j'étais en fait avec les gens de l'administration pénitentiaire. J'ai des policiers qui sursautent à mon passage, qui posent la main sur leur arme quand je passe à côté, des regards de suspicion, des agents qui poussent toujours les fouilles plus que les autres lorsque j'entre dans un établissement. Enfin, un ensemble de mesures comme ça qui font vraiment, qui mettent en premier plan la suspicion sur ma personne et qui expriment de façon plus ou moins explicite cette idée-là que t'es musulmane, tu vas pas nous faire croire que t'es sociologue en fait. T'es forcément là. Et ça, c'est typiquement le discours de l'entrisme aujourd'hui, qui est sorti de prison et qui diffuse bien au-delà, quoi, et qui continue de circuler et de tout ça avec la seule lecture sociale en fait de mon corps, c'est-à-dire le fait que je porte le foulard suffit à déchaîner toutes ces réactions-là, alors que encore une fois, pour accéder à ce type de projet de recherche, c'est pas donné à tout le monde. J'ai été sélectionnée sur dossier, j'ai la chance je sais que je suis privilégiée, j'ai la nationalité française, je suis pas avec un titre de séjour, je suis moi-même pas sous main de justice, donc tout ça, c'est des choses qui auraient dû, en tant qu'universitaire, me faciliter, en fait, me mettre dans une position de privilège par rapport à énormément de personnes pour accéder à ces espaces. Et malgré tout ça, il suffit qu'on voit mon foulard pour que tout s'effondre et qu'on me garde en prison et qu'on me dise, maintenant, vous allez dire pourquoi vous êtes vraiment là, quoi. Et donc ça montre avec force la compréhension, comme je disais tout à l'heure, essentialiste de l'ennemi musulman qui essaye d'infiltrer nos institutions. Et ça montre la compréhension majoritaire qu'a l'administration pénitentiaire sur la question de la radicalisation aujourd'hui.
Oui, alors, j'essaie de plonger avec toi. Vraiment, j'essaie d'imaginer et d'imager vraiment ce que tu nous as dit. Mais c'est d'une violence extrême, Imen. Mais c'est super violent, en fait, ce Absolument, que tu nous as raconté. Et absolument. l'administration pénitentiaire, mais je veux dire, c'est fou ce que tu as vécu, en fait, euh, Mm. au quotidien. Et on va ressortir un petit peu de prison. Comment tu vis, comment tu ressens aujourd'hui l'islamophobie d'État, concrètement? Mm. Bah, elle est déjà intimement liée à mon travail de chercheuse, parce que quand on fait l'expérience comme ça de Oui. l'administration pénitentiaire, c'est pas quelque chose qu'on met de côté, hein, quand on sort de prison pour le coup. Mm. Elle a aussi une continuité très concrète dans mon quotidien. C'est que ça, c'est ce qui se passait quand j'étais dans les établissements pénitentiaires ou dans les services pénitentiaires au sens plus large, mais très rapidement, même lorsque j'étais en dehors, d'autres mesures sont mises en place, et notamment des mesures de mise sous écoute, par exemple. Le fait d'avoir été à plusieurs reprises suivi par des agents du renseignement, le fait que des collègues se soient fait passer pour des chercheurs pour m'approcher alors qu'en fait c'est des agents du renseignement, Tu avais su le fait comment ça, qu'on a eu des... comment tu l'as Euh, su? C'est-à-dire, tu as vu les personnes te suivre ou tu as... oui, ça dans la rue, oui, mais c'est souvent assez grossier pour le coup, mais oui, ça m'est Ok. arrivé plusieurs fois dans la rue. Et généralement, bon, maintenant je vais dire toutes mes astuces en live, donc je pourrais plus les utiliser, mais généralement quand je me rends compte de ça, je rentre dans un bar. Et Mhm. après, ils partent. Parce qu'ils disent, ah, c'est bon, finalement, elle est peut-être pas complètement extrémiste, elle est rentrée dans un bar, et après, Elle est ils partie partent, et je prendre ressors, et puis voilà. une petite bière et Et on la laisse tranquille. tu vois, l'absurdité, en fait, c'est tellement caricatural la Ouais. compréhension qu'ils ont, en fait, de ces choses-là, que parfois, il faut les prendre à leur jeu. Mais bref, et en l'occurrence, c'était aussi dans le cadre d'un colloque auquel j'assistais à Paris. Et un collègue avait commencé à m'approcher, à discuter de ses travaux, etc. Alors, c'était le parfait chercheur qui travaille sur les quartiers populaires dans le 93, sur les questions de représentation politique, donc il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases, c'est ce que Voilà, j'allais dire, ouais. Touche ouais, du il coche bois, toutes d'accord. les cases, c'est parfait, c'est fluide, c'est machin, il me parle de sa mère, tout ça, tout va bien. Vraiment, on sent que Mhm. toutes les stratégies de mise en confiance, elles sont déployées, voilà, une fluidité incroyable. Et donc, en effet, ça me met en confiance. À cette époque-là, je ne me rendais pas compte à ce moment-là de ce qui est en train de se passer. On est en Et quelle donc, année là, on discute un Imen? peu. On est en 2021, 22, je pense, 2022, ouais. Ok. Ouais, c'est ça, je crois, à peu près dans ces eaux-là. Et donc, on discute un peu de l'actualité. Oui, c'est ça, c'était après le séparatisme, donc 2022. En fait, Mhm. il lance des petites phrases et il voit comment je rebondis dessus. Est-ce que je les confirme, je les confirme pas? Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul qu'il avait confirmé tout ce qui l'administration avait déjà comme information sur moi. Donc, pour le coup, voilà. Mais je me suis rendu compte de qui il était, parce que il m'a dit que voilà, qu'il revenait le lendemain, etc. Il est pas revenu. Et en fait, en voyant qu'il revenait pas, j'ai commencé à me dire, quand même, c'était bizarre. Cette discussion, elle était tellement fluide, elle allait tellement de soi que ça m'a un peu questionnée. Et je suis partie voir l'organisateur, et c'était sur inscription, en fait, le colloque. Donc, je lui dis, un tel, tiens, c'est ça son nom, est-ce qu'il est bien inscrit et tout? Il me dit, non, pas du tout, on n'a personne à ce nom-là. Et donc, il voit qu'il y a un petit flottement comme ça dans mes yeux. Et puis, c'est un chercheur qui a travaillé longtemps en Syrie, du coup, il connaît très bien les services de renseignement français, etc. Et il me regarde, il me dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte, en fait, la scène, la discussion, etc. Et il rigole et il me tape dans le dos. Il me dit, ah, c'était ta première fois? Ah, ok. Et Bienvenue au du coup, club. j'ai rigolé aussi. Et là, pour le coup, on en a rediscuté plus sérieusement. Et plus sérieusement, surtout de se dire, admettons que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, le simple fait que tu te poses cette question en tant que chercheuse, ça montre dans quelles conditions tu travailles. Et dans Bien quelles sûr. conditions, en fait, de surveillance et de répression les institutions te font travailler. Et donc, au-delà des questions des renseignements, il y a le fait aussi d'avoir eu des suppressions de financement qui étaient pourtant allouées. Ensuite, j'ai appris par voilà, des sources non publiques que, en fait, les raisons de mon ostracisation, parce qu'on a eu des interdictions de m'inviter au sein de l'administration pénitentiaire par la suite. Lorsqu'il y a des événements avec des chercheurs, on a arrêté de m'inviter, on a arrêté de me solliciter. Et donc, j'ai été accusée, là encore, les fameuses notes blanches, donc aucune prise dessus, aucun moyen de se défendre et pas besoin de preuves pour affirmer des choses comme ça, alors que ça a des conséquences très concrètes. J'ai été accusée d'être financée par Erdogan. Bon, pourquoi pas? C'est T'as travaillé avec l'Alsace, Nouvel Homme peut-être. ou quoi? Je sais pas. T'as J'ai travaillé avec vraiment... Nouvel Homme? Non?
Même pas, mais enfin voilà, Hmm. c'est Ok. l'Alsace. Il y a une grosse communauté turque en Alsace, alors peut-être qu'ils se Ok. sont dit, voilà. Bon. Bon, bref, j'ai été accusée d'avoir critiqué les valeurs de la République, j'ai été accusée d'avoir, voilà, critiqué les principes de radicalisation, de séparatisme du fait du colloque, en fait, de recherche qu'on avait organisé qui a donné lieu à la publication du livre, au-delà du séparatisme et de la radicalisation. On va Donc en bref, parler. tout un tas de choses comme ça qui, voilà, qui ont amené à des mesures très concrètes, en fait, de Ok. répression administrative et qui font qu'au-delà de ma présence strictement au sein de l'administration pénitentiaire, ça a continué d'exister sur ma vie après, pour le Personnel. coup. Et c'est ça, c'est ça. Et mes travaux sur la sociologie de l'islamophobie plus largement, enfin voilà, me font regarder la société plus largement et pas uniquement sur l'administration pénitentiaire. Donc ça Hmm. aussi, c'est une continuité. Et le fait d'être moi-même musulmane portant le foulard, je veux dire, quand je termine ma journée de travail et que je ferme mon ordinateur, ça s'arrête pas pour autant, en fait. Ouais. Je veux dire, quand je sois dans la rue, quand j'allume la télévision, quand j'écoute la radio, en fait, comme toutes les personnes voilà, musulmanes en France, on est sans arrêt exposé en fait à des discours islamophobes, à des compréhensions caricaturales de nos pratiques, à des interprétations voilà, politiques de pratiques religieuses des plus banales. Enfin, voilà, en fait, ça s'arrête pas. Donc, c'est dans Hmm. mon travail, c'est dans mon espace professionnel Hmm. et c'est dans ma vie quotidienne en tant que musulmane en France, quoi. Donc, forcément, cette expérience de l'islamophobie d'État, elle est c'est une mise en abîme, en fait. Je travaille Hmm. dessus, je vis avec, et forcément, ça a un coût. Ça a un coût, très clairement. On peut leur dire, Emmanuel Hergé, c'est ceux qui nous écoutent, qui peuvent nous écouter, mais on est sympa, on rigole, on fait du sport et bah écoutez, voilà, vous avez rien à craindre, hein, on est super sympa, voilà. Pouce en l'air et cœur sur vous. Euh, L'islamophobie, comme tu l'as dit, tu la traites professionnellement parlant, tu la vis personnellement parlant, et aussi tu dois le voir. Là, je parle pas de BFM, CNews, etc., mais tu dois le voir parmi tes collègues, parmi ta communauté, cette islamophobie qui frappe en fait de plein fouet, euh, de manière en fait différente, tu vois. Entre le gel des avoirs, les convocations faites avec les services de renseignement, que ce soit territoriaux, DGSI, et cetera, et les dissolutions, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, est-ce que tu vois concrètement une issue? Est-ce que tu as des solutions, en fait, à nous proposer? C'est compliqué. Ma question, elle est très compliquée. Est-ce que tu vois une issue favorable ou tu penses que sincèrement ça va être de pire en pire et il n'y a aucune solution pour contrer ceci, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes réellement dans un rapport de force? Alors, c'est vraiment une vaste question, très ambitieuse. Euh, Déjà sur les suites, alors quand on fait de la recherche, on n'a pas trop l'habitude de parler de ce qui vient, mais plutôt de ce qui est et de ce qui est passé. Mais en tout cas, sur ce qui est passé, ce qui est, ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que, et ça, il y a des collègues qui le disent à l'étranger surtout depuis des années, mais en France, c'est difficilement audible encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, la France est en train de construire un véritable apartheid social avec les musulmans et les musulmanes, parce elle construit en fait des dispositifs, des lois et donc d'un traitement en fait par l'État différencié des autres communautés sur mesure. C'est gentil, on dirait que c'est un cadeau d'anniversaire, mais, mais c'est vraiment l'idée d'avoir ce traitement différencié, en fait, d'avoir des dispositifs, des lois, des décrets, des manières que les institutions ont de traiter cette communauté-là différemment du fait de cette appartenance-là. Et ça, c'est la définition de l'apartheid social, en fait. Et donc, c'est ce que l'État français construit depuis des années et des années maintenant et qui continue de renforcer avec de moins en moins de scrupules et de moins en moins de besoin de justifier avec des jolis mots ce qu'il fait. Hein. C'est de plus en plus explicite, c'est de plus en plus voilà, très clair hein, dans les discours, etc. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est, et on va pas dans le sens de défaire ça, on va plutôt dans le sens de le renforcer. Après, jusqu'où ça va aller, ça, je peux pas le dire. Et c'est pas mon travail de le dire, mais je peux pas le dire. Concrètement, pour autant, je dirais jamais qu'il y a rien à faire ou qu'on peut rien y faire. C'est faux. C'est faux et ce sera toujours faux. On a toujours quelque chose à faire. Et surtout, ça fait partie de
la socialisation de beaucoup de personnes qui grandissent en France que de leur faire croire, et notamment quand on vient de quartiers populaires, de milieux défavorisés, de milieux pas spécialement privilégiés, de nous faire croire qu'on peut rien y faire. C'est-à-dire qu'on fait croire et on habitue les jeunes dès leur plus jeune âge à l'idée que c'est pas des sujets qui les concernent vraiment, alors quitter pour venir en parler ou quoi que ce soit, et ça c'est renvoyé très fort du moment où on s'intéresse à des sujets qui concernent le plus grand nombre, des sujets politiques, etc. Et ensuite, même si tu voulais t'y intéresser, tu peux rien y faire en fait. Et cette impuissance politique apprise, elle est terrible et elle est construite politiquement en fait. C'est pas quelque chose sur lequel on peut rien faire. Et pour le coup, si on va travailler dans des milieux beaucoup plus favorisés, auprès des enfants de l'élite administrative, de l'élite financière, eux, ils grandissent pas du tout avec cette idée. Ils grandissent avec l'idée qu'ils peuvent tout faire. Et c'est même à eux de faire et qu'ils savent mieux que les autres quoi faire. Donc, on se rend compte à quel point, quand on va regarder dans d'autres espaces sociaux comment ça se passe, à quel point c'est une décision politique que de construire ce sentiment-là d'impuissance chez les jeunes issus de ces milieux-là. Et donc la première des choses pour moi, c'est de se rendre compte de ça et de dire en fait c'est pas une réalité, c'est une croyance qu'on nous a apprise parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts financiers, politiques à ce que les choses restent telles qu'elles sont, le fameux maintien de l'ordre, sacro-saint maintien de l'ordre. Et donc au nom de ce maintien de l'ordre-là, on va faire en sorte que cette jeunesse-là pense qu'elle ne peut rien faire concrètement. Et donc la première des choses pour moi, c'est de se rendre compte de ça et ensuite de se dire bon bah ok. En fait, peut-être qu'on peut faire des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, du coup, c'est de construire des espaces dans lesquels, et je parle des jeunes, mais aussi des moins jeunes, puissent trouver et des moyens et des sujets sur lesquels ils veulent s'investir, ils veulent s'engager et ils veulent trouver des voies qui leur correspondent, qui leur parlent et qui leur permettent de poser leur pierre à l'édifice et d'agir en fait. Et là-dessus, moi, je crois beaucoup au local. Il y a personne qui peut se lever un matin et faire la révolution dans le monde entier. Par contre, tout le monde peut se lever le matin et incarner le changement qu'il espère soi-même déjà et directement autour de soi. Et ça, quel que soit le secteur, quelles que soient les compétences qu'on a, quel que soit le travail qu'on fait, quel que soit là où on habite, il y a toujours quelque chose à construire en ce sens autour de soi, avec les personnes directement autour de soi. Et c'est ces petites bulles-là qui, on le sait très bien, grandissent avec le temps et finissent par se toucher les unes les autres parce que leur parois se collent. Et c'est comme ça qu'on construit réellement le changement à grande échelle et le changement à long terme pour le coup. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Et donc, on pourra jamais dire qu'il y a rien à faire. On pourra jamais dire qu'on n'a pas une responsabilité aussi dans le fait de faire quelque chose. Et on a tout intérêt à faire surtout ce qui compte vraiment pour nous et pas bien sûr s'organiser pour répondre en termes de solidarité, etc., à ce qui nous touche, parce que c'est les sujets qui nous concernent directement et qui nous tombent dessus. En fait, ça détruit des vies de famille, ça détruit des situations professionnelles, c'est extrêmement violent. Mais en même temps, ne pas perdre de vue ce qu'on veut porter dans cette société, ce qu'on veut amener dans cette société, ce en quoi on croit vraiment, en fait, de façon à ce qu'on se fasse pas non plus imposer un agenda qui soit uniquement réactionnel à des mesures de répression tout aussi fortes, parce qu'en fait, juste ça épuise, ça casse en deux et ça nous fait perdre l'âme de ce qui nous avait fait nous lever au départ, en fait. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de pas le perdre de vue. Barakallahu fik pour ta réponse. Imen, est-ce que tu connais Jugé coupable sur X? Je te vois sourire. Je crois qu'il me connaît plus que je le connais. J'aimerais beaucoup le connaître. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur Jugé coupable sur X de ce que tu as vécu? Alors c'est un compte anonyme sur X qui dévoile pas son identité. Et quand on regarde, excuse-moi Imen, mais comme très souvent, tous ceux qui traînent les gens dans la boue avec des idéologies plus ou moins islamophobes, racistes, etc., vous allez voir qu'il n'y a jamais nom et prénom, ils se cachent toujours derrière de fausses identités ou alors des noms de groupes comme la Brigade Juive ou comme etc. Donc voilà. Excusez-moi, c'était pour le rappel et ça c'est vrai. Non, c'est un rappel et tu nous donnes des indices sur ce qui va suivre parce qu'en effet, c'est une page qui vraiment travaille exclusivement à harceler, à diffamer des personnes sur deux grands axes, j'ai l'impression, de ce que j'en ai vu. D'un côté, des plus
plutôt des motifs d'extrême droite, donc racistes, contre la gauche, qu'elle soit voilà, gauche institutionnelle, gauche radicale, peu importe, mais contre les engagements de gauche en général, profondément anti-immigration, anti-islam, etc. Et d'un autre côté, un grand axe aussi qui fait la propagande du sionisme, de l'idéologie sioniste, et qui du coup s'en prend aux personnes qui pourraient défendre la lutte de libération de la Palestine, etc. Et alors si en plus les personnes font les deux, c'est-à-dire qu'elles s'opposent à l'extrême droite et au sionisme, alors là c'est jackpot. Et donc on voit que c'est une page par exemple qui s'attarde, mais alors massivement à harceler Rima Hassan, ce genre de personnes. Et dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut savoir que déjà moi je suis pas sur X, c'est pas une plateforme que je côtoie, pour plein de raisons qui ne sont pas débattues ici, mais je ne suis pas sur X. Et je reçois un soir le message d'une très gentille personne qui, en fait, me dit « Fais gaffe, ils sont en train de s'en prendre à toi sur X, etc. » Je dis bon, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et en fait, elle me montre le compte. Et en effet, la page jugée coupable publie une série de messages, hein, pas un seul, mais plusieurs, en expliquant donc son propos, c'était de démontrer que j'étais une islamiste qui infiltrait l'université. Et donc pour ça, il dit voilà, regardez, elle a des partenariats avec l'administration pénitentiaire, donc elle reçoit des financements. C'est vrai, mon financement venait à l'époque du cabinet du Premier ministre, aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Donc elle reçoit des financements de l'argent public pour faire ce travail. Regardez ses publications, regardez comme c'est une islamiste, parce que sur Instagram, donc il repartage le fait que c'était un petit peu avant le 8 mars, donc j'avais repartagé la fiche d'appel à manifestation voilà, du 8 mars, qui avait fait du bruit aussi, donc cette affiche-là, qui est une manifestation qui a été autorisée, on a tenté de l'interdire, ça a été retoqué, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans, donc il y a une capture d'écran donc, de ce repartage par mon compte, et ensuite il y a des captures d'écran de mes followers sur Instagram, en disant, regardez, en plus elle est suivie par des islamistes, et alors là, ils affichent tout un tas de noms de personnes que tu connais aussi pour certaines d'entre elles. Et l'argument clé en fait de cette démonstration, si on veut la prendre un peu au sérieux, c'est qu'il publie ma photo. Il publie ma photo et donc ma tête avec le foulard en fait. Et tout ce qu'il décrit dans son propos, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il a fait ma bibliographie, il a publié mes publications, mes conventions de recherche, ok, c'est super, c'était des captures d'écran de mon compte LinkedIn, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dessus, à part donc ce repartage donc d'une manifestation, encore une fois, qui était autorisée, qui n'a pas pu être interdite, etc. Il n'y a aucun contenu illégal dessus, et ma photo. Et ensuite, il fait une deuxième capture d'écran de ma tête, où là, il zoome sur ma tête pour que vraiment on ne voit plus que le foulard, quoi. Et donc, très clairement, on voit que c'est ce qui le dérange et que le simple fait que je porte le foulard suffit donc à ce compte pour dire, regardez, l'islamiste strasbourgeoise qui infiltre l'université. Et évidemment, comme ils font toujours, ils terminent par une série d'interpellations, ministère de l'Intérieur, préfecture, etc., en disant, alors, est-ce que vous comptez faire quelque chose, machin, etc. Et donc, moi, je vois ça donc en mars, on me prévient sur Twitter, donc je me fais un faux compte Twitter pour aller voir ce qui se passe, parce que j'étais vraiment pas du tout sur cette plateforme. Et donc, je suis un peu surprise, et dès le lendemain, je préviens donc l'université en disant voilà ce qui se passe, en fait on m'attaque sur mes recherches, je veux dire on m'attaquait même pas sur mes engagements politiques ou quoi, ce qui aurait pu être le cas, hein, ça aurait été pas dur de le faire aussi, mais là on m'attaque sur mes recherches, sur mes publications, sur mes partenariats de recherche, c'est à l'université de défendre normalement ces chercheurs et ces chercheuses pour le coup. Donc je signe à l'université, et en fait le lendemain, deuxième mi-temps, on va dire, cet épisode, c'est que une chercheuse du CNRS, en l'occurrence Florence Bergeau-Blaclair, repartage donc cette série de publications par jugé coupable, et en rajoute un texte de plus en disant ne pensez pas que c'est une exception, c'est très courant, c'est les fréristes qui infiltrent l'université, etc. Donc elle en rajoute, j'étais islamiste pour jugé coupable, et là maintenant je suis frériste avec elle. Et en plus de ça, elle mentionne, elle donne mon bureau, c'est-à-dire mon espace de travail, le bâtiment dans lequel je travaille à l'université. D'accord. Donc elle rajoute encore une couche à l'identification de ma personne, de mon lieu de travail, puisque là elle donne le bâtiment précis. Et donc ensuite elle se met en victime en disant, ce qui est faux d'ailleurs, en disant regardez, elle peut enseigner à l'université et moi non. C'était quelques semaines après le fait qu'elle ait pas été autorisée à une conférence qui était organisée à l'Université de Lille, donc elle se pose en victime en disant regardez, elle peut enseigner, moi non, moi on me refuse des publications dans les comités scientifiques, etc., alors que on sait que c'est à cause de la qualité de ses travaux et non pas lié à ce qu'elle peut en dire ou quoi que ce soit. Donc bref, elle se pose en victime, et donc elle repartage comme ça, sauf que Madame Bergeau-Blaclair, elle a 55 000 abonnés,
donc c'est un gros compte. Elle est parfois retweetée par Retailleau lui-même. Elle a des soutiens très larges. Elle a des financements de Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire d'extrême droite. Enfin, voilà, donc elle a toute cette galaxie au-dessus d'elle. Et donc, comme on connaît sur X, évidemment, le déferlement de commentaires haineux, de menaces de mort, d'insultes, etc. Et toujours avec l'interpellation de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, etc. sous les publications, quoi. Donc voilà. Mais concrètement, là, tu nous as expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé, mais concrètement, alors, c'était ta première fois que tu voyais autant de haine à ton encontre, et d'autant plus, on vise ton bâtiment, tu vois ta tête affichée. Qu'est-ce que tu ressens concrètement au fond de toi? Ce qui est assez terrible, c'est que, et ça c'est quand même terrible, il faut le dire, c'est que j'étais pas très surprise en fait, et que en soi, les publications m'ont vraiment pas étonnée. Je veux dire, ça faisait 5 ans que je vivais avec des répressions, enfin des violences très fortes au sein de l'administration pénitentiaire, de la répression administrative omniprésente dans mon quotidien. Enfin voilà, donc malheureusement, j'ai appris à vivre avec ça, et ça c'est pas normal. Enfin, je veux dire, moi je l'ai banalisé, mais c'est pas normal de banaliser ça. Donc j'ai appris à faire avec au quotidien. Et donc quand c'est survenu ce post, il dit rien d'exceptionnel. En fait, je suis islamiste, une frériste, bon, soit. Ce qui, par contre, là, peut-être donne une autre dimension, c'est l'ampleur du partage, c'est-à-dire qu'on est sur des plateformes avec des dizaines de milliers d'abonnés, et qu'on publie ma tête, mon lieu de travail, mon nom, et qu'on sait à quel point ces milieux sont des milieux de lâches, et donc il est très facile de m'attendre à la sortie du travail et de me tomber dessus. Et ça, pour le coup, c'est des menaces qui prennent une autre ampleur, en fait, qui sont moins drôles, enfin il n'y en a aucune qui est drôle, mais qui, en tout cas, en termes de gravité, prennent une autre ampleur. Donc, à ce moment-là, honnêtement, je suis pas... Et encore une fois, c'est pas normal. Je devrais pas avoir ressenti ça, mais aujourd'hui, je le prendrai plus pareil. Mais à ce moment-là, je suis pas surprise. Rien de nouveau sous le soleil. Ça continue dans la galaxie habituelle de comment les institutions me perçoivent. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Je me dis même, ah bah tiens, que maintenant, quoi. Il a fallu attendre 5 ans de travail. Donc, bref, c'est pas toute une histoire. Et là où, par contre, ça m'embête plus, c'est que l'administration, l'université, pour le coup, met du temps à réagir, met du temps à saisir la gravité de ce qui se passe, et sans l'intervention de collègues qui, pour le coup, sont dans des postes plus précaires, sont vraiment pas dans les positions les plus privilégiées au sein de l'institution, sans l'intervention de ces personnes-là, je ne suis pas sûre que les démarches auraient abouti à quoi que ce soit. Et moi, à ce moment-là, je demande à l'université la protection fonctionnelle, donc qui s'engage à garantir ma sécurité déjà sur mon lieu de travail, à payer éventuellement des frais de justice s'il y a des démarches judiciaires, à payer des frais d'avocat s'il y a des répercussions sur la santé mentale, enfin des choses comme ça. Et donc là, on s'engage dans un bras de fer administratif de oui, mais vous êtes plus sous contrat, machin, bref, toute une histoire. Et il faut attendre près d'un mois pour que juste on demande à l'agent du personnel d'accueil du bâtiment que si quelqu'un demande l'emplacement exact de mon bureau dans le bâtiment, qui est un bâtiment ouvert au public, puisqu'il y a des événements publics, des salles de cours, etc. dedans, juste on ne lui donne pas l'emplacement de mon bureau. Il a fallu un mois avec la mise en ligne de ces menaces pour que juste on se dise, tiens, et encore une fois, à l'initiative de collègues précaires, tiens, ce serait bien que peut-être on dise de ne pas donner le bureau d'Iman si quelqu'un le demande, tu vois. Excuse-moi. Et donc ça m'a encore envoyé à... Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est fou, je suis étonné de ce que tu me dis, c'est tout. Ouais. En fait, ça renvoie encore une fois à l'idée, à la différence majeure pour moi d'expérience en fait de cette islamophobie systémique, permanente en fait, dans l'expérience de vie des musulmans et des musulmanes aujourd'hui, qui font que lorsqu'il arrive ces choses-là, les personnes qui ne sont pas concernées ne prennent pas la mesure de ces choses-là, la gravité en fait de ce qui se passe, et en plus ont un traitement à mon sens, et là je ne parle pas juste de mon entourage professionnel, mais en sauce générale au sein de l'institution universitaire, ont des traitements différenciés en fait des personnes selon si elles appartiennent au corps majoritaire, c'est-à-dire si elles sont des titulaires hommes blancs, ou si sont des personnes doctorantes, racisées, musulmanes, en situation plus précaire, etc. Le traitement n'est pas du tout le même en fait. Moi je suis à peu près persuadée que si j'avais été un professeur d'université, homme, blanc, titulaire depuis longtemps, le lendemain même de ces accusations, on aurait pu tous se tenir devant mon bâtiment avec des bougies en hommage à Jean-Michel Machin, qui subit des terribles violences, on aurait fait tout un pataquès sur les médias, etc., en disant attention, les libertés académiques, on ne protège pas assez les chercheurs, etc. Et on aurait eu raison de le faire. Et là, parce que c'est la doctorante...
musulmane, qu'on l'accuse régulièrement, qu'il y a cette suspicion intériorisée, y compris par des collègues bienveillants, des collègues qui ne veulent pas de mal, mais cette suspicion intériorisée de dire après tout, est-ce que c'est pas parce qu'elle est militante, est-ce que c'est pas parce qu'elle est un peu trop engagée, etc., que ça lui arrive. Du coup, la réaction se fait attendre. Elle finit par arriver, mais elle se fait attendre et elle n'est pas à la hauteur des enjeux, en fait. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux que ça porte sur les libertés académiques. Et ça, je l'ai retrouvé dans l'expérience, malheureusement, d'autres expériences de diffamation, de harcèlement en ligne, de collègues, essentiellement des femmes, également lorsqu'elles sont racisées, lorsqu'elles sont noires, lorsqu'elles sont musulmanes ou perçues comme telles, des personnes qui sont dans des positions plus précaires, qui ont accès au poste, qui ont les mêmes vécus, en fait, de ce type de la réaction de l'institution à ce type d'événement, malheureusement. Ok. Je suis vraiment choqué, en fait, toujours de ce deux poids, deux mesures, parce qu'il existe bel et bien, ça, on ne l'invente pas. Mais c'est quand même fou de réagir un mois après, en sachant tu l'as dit, hein, on sait que ceux qui défendent le sionisme ou qui font partie, en fait, de ces idéologies d'extrême droite et autres, enfin, il y en a même qui ne font pas partie de l'extrême droite, mais qui appliquent la politique de l'extrême droite. Enfin bref, tout ça pour dire que ce sont des lâches et ils ont des techniques de lâches. Donc, ils auraient dû prendre ça très au sérieux. Mais bon. Tu vois, même au final, on peut s'offusquer qu'ils aient pris tant de temps à réagir sur un post Twitter, mais X, pardon. Mais au final, regarde ce que je te raconte depuis tout à l'heure des 5 années de mon doctorat. Et elle est où l'institution universitaire là-dedans? Et avec du recul, moi, je me dis, mais en fait, comment je pouvais m'attendre à autre chose qu'une réaction tardive et pas à la hauteur des enjeux, alors que depuis 5 ans, je suis malmenée, je suis gardée en détention, je suis discriminée, on fait des notes blanches sur moi, je suis privée il y a des partenariats de formation avec des institutions publiques qui m'ont été interdites, enfin, bref, tout ça qui s'abat sur moi et ça fait pas réagir le monde universitaire, en fait. Donc, comment est-ce que, au final, naïvement, c'était même contradictoire d'attendre autre chose qu'une réaction tardive et pas à la hauteur des enjeux au niveau de l'institution. Après, il y a toujours des exceptions à cette réaction-là, mais ce sont des exceptions. Il faut batailler, en fait, pour que l'université finisse par réagir, quoi. Et ça, c'est pas censé être normal. Enfin, en tout cas, on n'arrêtera pas d'exiger autre chose. Tu te sens seule aujourd'hui? Alors, j'ai l'immense chance d'avoir pu construire avec le temps un entourage de chercheurs et de chercheuses très souvent qui sont concernés par ces thématiques de racisme à l'université, de discrimination, etc. Et quelques autres dont ce n'est pas le cas, mais qui peuvent travailler sur ces sujets, qui ne sont pas forcément à Strasbourg. Avec le temps, on apprend à construire ces réseaux-là bien en dehors de Strasbourg, bien en dehors de la France aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je tiens bon. Dans mes travaux et dans le fait de vouloir porter ce travail-là au sein de l'université. Donc non, j'ai la chance de ne pas me sentir seule, mais il y a eu des moments où je me suis sentie très seule, très clairement, et s'il n'y avait pas eu une ou deux personnes qui ont été déterminantes dans mon entourage, je pense que je ne serais clairement pas là aujourd'hui, je n'aurais pas pu poursuivre ce travail de doctorat, je n'aurais certainement pas publié, je n'aurais certainement pas juste continuer ce travail plus largement sur le social, quoi. Ok. Imen, quelle est la place des femmes musulmanes aujourd'hui dans le combat contre l'islamophobie? Je reprends un petit peu de quoi on parlait en off. C'est une place qui est... En fait, c'est très paradoxal parce que d'un côté, les femmes musulmanes, on en entend parler du matin au soir, partout. Tout le monde parle d'elles, et d'autant plus quand elles portent le foulard, pas uniquement, mais massivement quand elles portent le foulard. Tout le monde parle d'elles, mais on les entend quasiment pas. Il y a très peu d'espace qui leur donne la parole. Donc ça, c'est un premier constat très fort. Il y a très, très peu d'espace, que ce soit médiatique, politique, même d'espace public à l'échelle locale, etc., qui leur donne la parole. Sans arrêt, on parle d'elles, mais on ne parle pas avec elles, on ne les laisse pas parler. Et quand ça arrive, et quand une femme musulmane qui porte le foulard a une expression dans l'espace public, quelle que soit la nature de cette expression, que ça soit pour des raisons artistiques, syndicales, politiques, associatives, peu importe, l'avalanche en fait de commentaires haineux, de réactions politiques de toutes parts, etc., qui s'abat sur elle, fait vraiment que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, je pense, pour les femmes musulmanes de se projeter paisiblement, sereinement, dans une expression publique, en portant le foulard, sans se dire que, en acceptant en fait le coût, le risque qui va avec en France en fait. Et ça, c'est terrible parce que du coup, on est très peu représentés.
soit parce que les espaces ne nous l'accordent pas, soit parce que très peu, en fait, parviennent à trouver la force de le faire ou ont les conditions matérielles ou quoi pour le faire. Et le coût derrière que ça implique est massif, en fait, est monumental. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, du coup, on déplore parce que, en réalité, on sait très bien que le travail de terrain, il est massivement fait par des femmes, que ce soit le travail communautaire, que ce soit le travail associatif, que ce soit le travail politique. Massivement, les petites mains de ce travail-là est fait par des femmes, mais dans l'expression publique, en fait, cette parole-là, elle est quasi inexistante. Et même quand on veut qu'elle existe, elle est difficile à trouver parce que le coût de cette islamophobie genrée, spécialement ciblée contre les femmes, il est immense, malheureusement. Ok. Ok, barakallahu fik. Parce que c'est vrai. Mais en fait, tu l'as assez bien dit. Moi, je me rappelle personnellement, lors de conférences, lors alors, ça peut être des manifestations, peu importe en fait l'expression de l'engagement, et ben, ce qu'on retrouve en premier plan, c'est des femmes. Mais tu l'as très bien dit. Donc, ce sont des femmes qui sont en premier plan. Et pourtant, dans l'expression publique, c'est un petit peu plus compliqué aussi de par en fait cette islamophobie et en plus genrée. Imen, nous avons parlé un petit peu de juger coupable. Nous avons parlé de tes travaux. J'aimerais qu'on parle de ton livre collectif qui s'appelle Au-delà du séparatisme et de la radicalisation. Est-ce que tu peux nous parler de l'intention de ce livre, avec qui il a été travaillé et l'impact de ce livre, s'il te plaît? Alors, sur les conditions on va dire, de naissance de ce livre, en fait, il est issu d'un projet de recherche collectif, un projet qu'on appelle ANR, donc c'est vraiment projet très classique de financement de la recherche publique en France, qui avait pour objectif d'interroger en fait les formes d'intensité religieuse musulmane, en se disant voilà, aujourd'hui le politique utilise tout un tas de mots extrémistes, islamistes, séparatistes, qu'est-ce que c'est, salafiste, voilà, on en connaît la liste infinie. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en fait, et en fait comment les musulmans et musulmanes parlent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, qu'est-ce qui les distingue? On sait que c'est une catégorie très hétérogène. Il n'y a pas un seul type de musulman et musulmane en France, pour que ce soit par les origines familiales, que ce soit par la compréhension de la religion et du rapport religieux, la place que ça a dans la vie, les trajectoires de classe, les trajectoires sociales, etc. Enfin, on sait que voilà, c'est très hétérogène. Et donc, le projet de cette équipe, c'était de se dire comment on peut étudier ces questions-là d'intensité religieuse différentes. Et avec d'autres mots, en fait. Et quels mots on utilise si on veut se détacher un peu de l'agenda politique, et quels mots on peut utiliser. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'étais donc en master. On m'a proposé de rejoindre cette équipe de recherche et dans laquelle j'ai pu travailler sur le projet avec les élèves musulmans, en fait, dont je parlais un petit peu plus tôt, avec Claire Donnet à l'époque. Et donc, on a mené ensemble ce projet sur les élèves musulmans à l'école publique. Et en même temps, mon travail de mémoire de master sur les familles musulmanes qui font l'instruction en famille. J'avais donc terminé après ça mon master et on a poursuivi avec ma collègue Anan Karimi un travail commun pour continuer de développer ce projet et en faire aussi un chapitre de livre. Du coup, ma participation à ce livre, elle est donc dans ces deux projets-là, les élèves musulmans à l'école et les familles musulmanes. Et moi, avec quelle intention je l'ai fait? C'était vraiment de pouvoir renseigner comme je disais un petit peu au début, les effets de ces politiques de lutte contre la radicalisation sur la communauté musulmane, en fait, sur les personnes qu'elle cible, et d'en comprendre. Et là, on ne parle pas de gens qui sont concernés aux yeux des institutions par les questions de radicalisation. On parle vraiment de monsieur, madame, tout le monde, de religion musulmane, avec tout ce que ça implique de très large, en fait, comme compréhension. Et qu'est-ce que ça leur fait à eux et à elles dans leur quotidien, dans leur vie familiale, dans leur parcours scolaire, dans leur trajectoire dans la société, etc. Et donc, c'était vraiment ça qui m'animait, en fait, dans ce travail-là. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce que ça m'a aussi permis de travailler avec les premiers concernés. Et avec l'idée que on parle beaucoup des musulmans et des musulmanes, mais l'idée là, c'était vraiment qu'eux aient des espaces d'expression sur leur vécu, que ce soit dans le cadre de l'école ou dans le cadre de l'instruction en famille, et qu'on puisse partir de ce travail-là et construire ce travail ensemble, en fait. Et vraiment, quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de sortir de la démarche
qui a une grande tradition coloniale et orientaliste, mais d'extractivisme en fait du savoir, de dire on vient, on prend, on repart et on se fait de l'argent et de la réputation là-dessus. Et ça, c'est vraiment une pratique qui est au cœur de l'université, de la recherche et de voilà, tout ce qui existe dans le monde académique aujourd'hui, et que j'aspire et que je travaille autant que possible à déconstruire pour travailler autrement. Et du coup, ça m'a aussi énormément animée de pouvoir construire des dispositifs de recherche qui me permettent de travailler avec les jeunes pour que eux et elles puissent parler et s'exprimer sur ce vécu scolaire-là, et de la même manière avec les familles musulmanes. Et lorsque ce travail-là a été terminé, j'ai pu le présenter aux enquêtés en fait et leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, mes analyses, c'est ça et ça et ça. C'est ça que je comprends en fait de ce temps qu'on a passé ensemble, etc., dans les ateliers, dans les entretiens et compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parfois, ils disaient ah ouais, c'est grave ça, je suis trop d'accord, c'est exactement ce que je voulais dire. Ou à d'autres fois, à d'autres moments, à l'inverse, ils me disaient ah non, par contre, là, je dirais plutôt que c'est comme ça, etc. Et donc, il y avait une discussion qui se construisait et qui a donné la naissance en fait donc de ces deux chapitres donc de livres que j'ai coécrit avec Claire Donnet et Hanan Karimi. Et ce qui est chouette, c'est que par ailleurs, par la suite, je crois savoir qu'aujourd'hui ces chapitres-là, ils circulent pas mal et que ça a été intéressant et pour des personnes musulmanes d'avoir ces analyses-là sur le vécu scolaire. Souvent, j'avais aussi des jeunes, des étudiants et des étudiantes qui, eux, avaient vécu aussi le début de ce dispositif et qui maintenant étaient plus âgés, puisque le livre est sorti en 2023, donc qui étaient plus âgés, qui eux-mêmes parfois faisaient des études en sciences sociales, qui disaient « Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait la minute de silence pour Charlie Hebdo, il y avait ça, il y avait ce truc. » Donc, toute cette actualité, il l'a rediscuté au prisme des analyses qu'on leur proposait. Et donc, ça a créé des vrais espaces de discussion, et les invitations que j'ai préférées, c'est les invitations par des lieux qui rassemblaient majoritairement des musulmans, des musulmanes, des personnes concernées par ces travaux, qui enfin pouvaient discuter, commenter, poser des questions par rapport à des politiques publiques qui les ciblent directement et qui façonnent en fait leur quotidien aujourd'hui en France, quoi. Ok. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on écoute les chercheurs? La question, elle est compliquée à dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance. Tu vois, là, tu parles d'un livre. Il y a un livre collectif qui peut être donc accessible à certaines personnes. Mais du coup, il y a quand même en fait une certaine distance entre un possible lectorat et les chercheurs. Et en fait, je dirais que ça dépend de qui on parle quand on dit est-ce qu'on écoute les chercheurs. Si la question, c'est est-ce que dans le processus de décision politique, on écoute les chercheurs et les chercheuses, c'est très réduit. C'est-à-dire qu'on va entendre les travaux des chercheurs et des chercheuses qui arrangent, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, aujourd'hui, on a des constructions de politiques publiques qui ont déjà façonné un problème d'une certaine manière. Et du coup, la manière dont ils comprennent ce problème, ça implique des solutions. Et on va chercher les chercheurs et les chercheuses qui vont un peu, globalement, dans le sens. Dans ce sens-là. Malheureusement, c'est majoritairement ce qui se passe. Et quand ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'on donne vraiment la possibilité aux chercheurs et chercheuses de travailler indépendamment de la manière dont le politique peut comprendre un problème, une question qu'on pose, les réponses qu'on va apporter vont être bien plus larges et souvent bien plus complexes et de mon point de vue plus intéressantes, mais du coup, ça ne va pas beaucoup arranger la décision politique, qui va se donner l'opportunité de s'en saisir ou pas selon un agenda politique qui est complètement différent de celui de la recherche. Donc, sur ce volet-là, c'est très mitigé et c'est un grand sujet de discussion. Est-ce que la recherche doit servir à ça, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très limité comme recours à la recherche, je trouve, et très problématique d'un point de vue déontologique. Et après, sur est-ce qu'on écoute, moi, je sais que dans ma motivation profonde à faire de la recherche, elle est dans l'idée de me dire que la recherche publique, c'est financé par l'argent public et ça doit appartenir à tout le monde. Et du coup, ça veut dire que le travail que je fais moi aujourd'hui, les savoirs qu'on produit, les analyses qu'on élabore, etc., elles doivent appartenir à tout le monde. Elles ne doivent pas rester dans des tiroirs de l'université et pourrir là-bas ou être partagées entre un tout petit nombre de personnes qui vont les discuter pendant des années et dans cet entre-soi très, très marqué. Mais à l'inverse, elles doivent aller là où les personnes sont concernées par ces savoirs-là, là où les personnes ont envie de s'en saisir, là où les personnes ont envie de les discuter, là où elles ont envie peut-être d'en faire quelque chose dans leur
dans leur réalité locale, en fait. Et pour moi, la recherche, elle doit pouvoir vivre en dehors de l'université. Et donc, à ce moment-là, quand on a cette démarche-là, que c'est une démarche qui va quand même globalement à contre-courant de ce que fait l'université aujourd'hui, mais quand on s'en donne la peine et que réellement on fait ce travail-là et qu'on ramène ces savoirs-là ailleurs qu'à l'université, généralement, c'est extrêmement bien accueilli. Et les personnes, en l'occurrence, moi, dans le cadre de mes travaux, souvent, sont des personnes musulmanes ou des personnes issues des quartiers populaires ou des personnes qui font instruction en famille, quel que soit, en l'occurrence sur les questions de l'administration pénitentiaire, radicalisation, etc., c'est encore aussi d'autres publics, même quand c'est des associations un peu spécialisées sur les questions carcérales, quand c'est sur les questions de réinsertion, sur les questions de, quelles que soient en fait des natures très différentes de personnes, vont être très heureuses d'accueillir ces travaux, de les discuter, d'avoir des espaces dans lesquels ils vivent en fait. Et donc là-dessus, oui, là-dessus, il y a de très belles choses à faire en sortant de l'université. Ok, parce que oui, c'est vrai, on pourrait, ça a un double sens. Le sens de la crédibilité, on en a parlé dans le premier point, et dans le sens de l'accessibilité. Et là, c'est ce qu'on est en train de parler. Et donc, moi, j'ai en tout cas cette impression que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller chercher en fait des thèses ou autres, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de thèse, est-ce que toi, tu pourras la partager, ta thèse? Alors, est-ce que tu as autre chose à partager? J'ai les deux parties de la question. En fait, quand tu dis que c'est pas donné à tout le monde d'aller chercher des thèses et tout, c'est sûr. Je veux dire, le système universitaire, il n'est pas pensé pour être accessible au plus grand nombre. C'est souvent des bases de données qui sont. Bon, on essaye de plus en plus. Il y a des initiatives de plus en plus en accès libre, mais il y en a beaucoup qui restent payantes. Et puis quand elles sont accessibles, faut voir. Pardon, mais il faut voir la tronche des phrases. Parfois, c'est vraiment indigeste au possible. On fait des grandes phrases, des grands mots pour dire des choses qu'on pourrait dire tellement plus simplement et plus clairement. Mais parce qu'on se rassure nous-mêmes en disant, regardez, je suis quand même chercheuse, faut que je dise. Mais c'est absurde, en fait. Donc, l'idée, elle n'est pas du tout tournée vers le fait que ces savoirs-là circulent. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye à mon échelle de travailler. Donc non, aujourd'hui, c'est pas du tout accessible à tout le monde, clairement, et c'est un problème à mon sens. Et après, sur la question de ma thèse à moi, il faudrait que je termine de l'écrire déjà. Et ensuite, j'ai l'ambition, j'ai l'espoir de, bien sûr, de la publier et de faire en sorte qu'elle puisse circuler comme en cohérence avec tout ce que je viens de dire, qu'elle puisse circuler, qu'elle puisse être discutée. Mais dès à présent, les chapitres de livres qu'on a mentionnés sont accessibles gratuitement en ligne et un article assez fort que j'ai écrit sur la manière dont l'administration pénitentiaire a réagi à ma présence en tant que chercheuse musulmane et ce que ça nous dit de la radicalisation. Ça, c'est un article qui est publié dans la revue Marronnage, qui est une excellente revue sur la question raciale au crible des sciences sociales et qui, pour le coup, est là en accès libre et gratuit. Et donc, le PDF est tout à fait trouvable en ligne pour le coup. Tu pourras m'envoyer les liens, Inch'Allah, comme ça moi je les mettrai en description de vidéo directement, comme ça la personne qui est intéressée pour en savoir un petit peu plus sur ton travail aura juste à cliquer et ensuite voilà. Alors, en termes d'accessibilité, comme ça on est bon. Exactement. Et d'expérience, ce qui est intéressant, c'est que avec cet article, c'est que ça parle de conditions un peu extraordinaires parce que c'est en prison, sur des questions de terrorisme, etc. Donc on est dans un truc qui concerne pas tout le monde. Mais en réalité, quand les personnes qui sont pas forcément sociologues ont lu l'article, elles me disaient à quel point elles se reconnaissaient dans les processus en fait qui m'ont ciblé, tu vois, les processus islamophobes en réalité, d'assignation raciale, et donc, tous ces processus-là, en vrai, sont communs, malheureusement, au quotidien d'énormément de musulmans et de musulmanes, au-delà de l'environnement un peu particulier de la prison, du terrorisme, etc. Tu vois. Et ça, c'est assez intéressant de discuter, quoi. Ok. Barakallahu fik, en tout cas, pour tous ces partages. Et on va faire en sorte, en tout cas, de rendre accessible tout ce que tu nous as partagé. Donc, n'oubliez pas, en description de vidéo, Inch'Allah. Imen, c'est quoi ta vision de la solidarité? Encore une grande question. Beaucoup de grandes questions, ouais. J'ai que des grandes questions. Pour moi, elle s'incarne avant tout. C'est-à-dire qu'on peut en parler pendant des heures, mais en vrai, elle doit s'incarner avant tout. Et ça, pour le coup, c'est vraiment en tant que musulmane que je te réponds. Pour le coup, c'est qu'on a un modèle qui est le modèle de notre prophète Mohammed, et que son modèle à lui, c'est d'incarner le changement qu'il porte, en fait. Et quand on veut construire
on a l'ambition, l'espoir de construire, de participer à construire une société de solidarité, il faut commencer par soi-même, en fait. Et pour moi, il y a deux choses essentielles qui vont là-dedans. C'est d'abord la question de la justice, parce que si on veut penser la solidarité, on a besoin d'avoir le souci de la justice, en fait, puisqu'on a besoin d'avoir le souci que chaque personne auprès de qui on évolue puisse être respectée dans ses droits fondamentaux, puisse être respectée dans ses conditions d'existence en termes de dignité, en termes vraiment de la base de toute chose nécessaire à la vie humaine. Et en même temps, la question qui, voilà, politiquement est parfois moins discuté ou pas pris au sérieux, mais la question de l'amour, en fait, la question des liens d'amour entre les personnes. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut ce qu'il y a de mieux pour cette personne, et donc on veut la justice pour cette personne. Et profondément, porter ces liens d'amour avec toutes les échelles, c'est-à-dire son foyer, son voisinage, sa communauté, la société dans laquelle on vit et l'humanité plus largement, c'est au cœur en fait de ma foi musulmane, c'est au cœur de l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question-là, elle peut amener que le souci de la justice et le souci de la solidarité. Et donc, dans la solidarité, le souci de la redistribution des richesses, le souci de l'autre, en fait, de sa dignité, de ses biens, de ses droits, etc. Et le souci de partager aussi les peines, les épreuves, les injustices, parfois du coup les violences, les répressions que les personnes peuvent subir et se sentir concernées en fait par ce qui touche l'autre au sens vraiment très très large du terme. Et ça pour le coup, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on peut encore une fois, on peut en parler très longtemps, mais ça doit exister dans le moindre de nos petits actes au quotidien, tu vois. Et pour moi, un exemple flagrant de ça, de cette compréhension-là, c'est que tu vois, aujourd'hui, si on voit ce qui se passe à Gaza, qu'on voit une entreprise génocidaire qui affame, qui construit une famine sur un territoire entier, dans une population de plusieurs millions de personnes, et le monde entier regarde et ne fait rien, et on s'offusque de ça. Sauf qu'en réalité, à mon sens, comment il pourrait en être autrement, alors même qu'en bas de chez nous, dans la plupart d'entre nous, on vit dans des pays qui débordent de richesses et en bas de chez nous, des gens ont faim. Des gens ont faim et on a fini par banaliser cette situation. On a fini par accepter en quelque sorte qu'on pouvait avoir en bas de chez soi, dans nos villes, dans nos quartiers, des gens qui ne mangent pas à leur faim, des gens qui n'ont pas ce qu'il faut en fait. Et le fait d'avoir banalisé ça, on a construit du coup à l'échelle locale puis plus large des sociétés qui l'acceptent, même par dépit, mais qui l'acceptent. Et donc on a des gouvernants en fait pour qui c'est acceptable et pour qui c'est pas finalement un si grand sujet. Et donc, quand ça arrive à une échelle mondiale encore plus large, où un peuple entier est affamé, au final, on a des gouvernements qui l'ont déjà accepté dans leur propre territoire. Pourquoi est-ce qu'ils feraient quoi que ce soit pour le territoire de quelqu'un d'autre? Pourquoi ils feraient quoi que ce soit pour un pays qui n'est pas le leur? Et ça, c'est vraiment pour moi essentiel. C'est que si on veut prôner, aujourd'hui, si on veut que la famine à Gaza, elle s'arrête, il faut que demain, plus personne en bas de chez soi, chacun d'entre nous n'ait faim. Et si on construit cette société-là en commençant vraiment par l'échelle locale, par ma responsabilité à moi de me soucier de mes voisins, de me soucier des gens de mon quartier, de me soucier des gens de ma ville, puis plus largement la société, si on commence en fait avec cette échelle et qu'on l'élargit, demain on aura des gouvernants qui jamais n'accepteront, à qui jamais on ne laissera accepter que des personnes dans la société puissent avoir faim et qui donc à l'échelle mondiale jamais n'accepteront qu'un État génocidaire puisse affamer une population entière et que le monde entier ne fasse rien. Et ça, pour moi, c'est fondamental comme manière de percevoir à la fois cette question de la justice, de l'amour, de la solidarité qui vit dedans, et la manière dont on a chacun et chacune notre responsabilité dedans. C'est pas juste des grands principes larges où on dit c'est un profil Instagram, on le met sur une photo et on le répète de temps en temps et ça suffit. Ça passe par des choses extrêmement concrètes et extrêmement simples à l'échelle très très locale pour le coup. Barakallahu fik pour ce rappel. Et quel beau rappel. Et Imen, qu'est-ce que tu aimerais voir émerger de la communauté musulmane dans les prochaines années? Si on peut continuer sur la... Je pense que déjà, on a, et ça je pense que c'est important de le rappeler, on a un biais de représentation sur la communauté musulmane qui est très fort parce que malheureusement, elle est très mal représentée. Parce que beaucoup de médias, de discours politiques, de récits, etc., s'attachent à la décrire dans les pires termes, à en donner une image très négative, etc. Et donc, nous-mêmes aussi, on finit par être touchés par ces représentations-là, et donc on voit que le mal,
Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que les musulmans et musulmanes en France font énormément de choses merveilleuses, des projets magnifiques, des choses qui vivent en fait, mais sur lesquelles juste parfois on n'a aucune information parce qu'il y a peu de lieux où ça existe, où on a la place en fait d'en parler, de les discuter, de les partager. Et donc forcément, en vivant en France et en étant dans la société dans laquelle on est, on a forcément ce biais-là sur la vue qu'on a sur la communauté musulmane. Ça, c'est important déjà de le rappeler et de se dire que c'est pas l'image de la communauté musulmane qui est diffusée dans les médias, etc. Elle n'est pas du tout juste, pour le coup. Elle n'est pas l'image de ce qui se fait réellement sur le terrain. Et donc, en l'occurrence, des espaces comme celui-là dans lequel on peut discuter de ces choses-là permet d'essayer tout doucement de contrebalancer ça. Et après, concrètement, ce que je dis là, ça rejoint complètement en fait ce que je disais juste avant, que où vous pourrez aller la communauté musulmane pour moi. Enfin, et là, encore une fois, c'est moi en tant que musulmane qui parle, c'est de revenir à nos fondamentaux, de revenir au Coran, de revenir à la sunna de notre prophète, sallam, et de voir comment lui-même, dans une société d'injustice, dans une société vraiment de barbarie, dans une société qui était loin de tout ce qu'il y a de plus noble, il a lui tout seul commencé juste par s'asseoir avec des hommes et avec des femmes autour de lui, par s'asseoir et par incarner le changement qu'il voulait porter. Et juste par ça, par ces choses-là qui sont d'une simplicité vraiment infinie et en même temps d'une puissance inégalable, on a une méthodologie, en fait, on a un exemple de comment aujourd'hui on peut s'attacher en tant que communauté musulmane à œuvrer pour le meilleur, à œuvrer pour une société plus juste, que ce soit pour la communauté ou plus largement. Et ça renvoie vraiment à la question des liens, parce que s'asseoir ensemble et discuter, c'est déjà des trucs qu'on ne fait pas. C'est déjà des trucs qu'on ne fait pas, ou trop peu, ou c'est difficile, et on est dans un climat qui, dès qu'on le fait un peu trop visiblement, on a des problèmes, enfin, on est communautariste, et puis, enfin, donc voilà, déjà, on ne le fait pas assez. Et quand on le fait, parfois c'est compliqué, mais je pense qu'on a tout intérêt à s'attacher à ça parce que ça permet à la fois de construire nos pensées, nos projets, enfin, vraiment nos systèmes, nos solidarités. C'est là que circulent les savoirs, que circulent les pratiques, etc., d'apprendre de ce qu'ont fait les générations avant. C'est là que les générations futures aussi vont se nourrir pour ensuite prendre leur part à leur tour, en fait. Et c'est immense quand on voit juste sur les 30 dernières années l'évolution des communautés musulmanes en France, elle est immense. Dans 30 ans, ce sera magnifique. Et ça, on en est certain, tu vois. Mais donc, ça implique que ça soit ensemble et ça implique de créer ces liens-là, en fait, ces liens entre les personnes. S'il n'y a pas le lien, qu'il y a les pratiques, les savoirs, etc., ils existent, en fait. Mais s'il n'y a pas les liens du cœur qui s'établissent entre les personnes, jamais ça marchera. Et ces liens-là, ils sont fondamentaux, encore une fois, pour construire à l'échelle toute locale, toute petite, en fait, toute modeste, des fonctionnements qu'on incarne au quotidien, des fonctionnements d'organisation communautaire, des fonctionnements de redistribution des biens, des richesses, etc., qui ensuite ont que vocation à s'étendre, à se porter à des échelles plus larges et à bâtir vraiment des sociétés plus justes, des sociétés dans lesquelles n'importe quel être humain, quelle que soit sa religion ou non, puisse réellement être respecté dans sa dignité, dans ses droits les plus fondamentaux. Et du coup, ça, c'est vraiment une maladie d'universitaires et de militants aussi, en vrai, pour beaucoup, de penser le monde avec des grands discours larges sur le monde entier, sur les sociétés du monde. On a besoin de comprendre le monde à l'échelle large, mais en réalité, la révolution, elle se fera déjà par soi-même et par son entourage très proche. Et en se concentrant sur ce travail-là, on construit vraiment pour le coup, des choses magnifiques. Moi, c'est vraiment à ça que je crois et je suis persuadée que la communauté, elle est déjà en chemin, elle est déjà en train de le faire, que les générations à venir, elles sont magnifiques et d'apaisement entre leurs identités multiples, en leur fait que oui, ils sont musulmans et musulmanes, mais ils sont aussi français et françaises parce qu'ils ont grandi ici et parce qu'ils sont attachés à ce pays, qu'ils portent une belle vision, qui portent une vision vraiment magnifique pour tout le monde en fait ici et que du coup, plus cette confiance-là et cette beauté d'organisation-là, elle va se développer et plus les personnes que ça effraie en face vont aussi mettre en place des mesures de répression, d'invisibilisation, etc. Donc, au final, le fait qu'on s'entraîne davantage à nous dans un climat comme celui qui est là, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui vit en face. En fait. Effectivement. C'est une bonne nouvelle si on le voit de ce point de vue-là. Tu as dit vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bon en tout cas. Je te remercie vraiment pour ton message positif. Mais maintenant, Imen, j'aimerais bien que tu nous mettes dans la confidence. Tu vas me dire quelle question elle va me poser. J'aimerais bien que tu me parles de toi. Quels sont tes prochains projets, tes projets futurs?
Si tu peux en parler, bien C'est évidemment. difficile de poser cette question-là à quelqu'un qui est en train d'essayer de finir de rédiger sa thèse, mais on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Mais non, j'aimerais beaucoup poursuivre dans la recherche. Ce que je sais pas du tout, c'est est-ce que je vais le faire en France ou pas? Honnêtement, c'est une grande question. Ok. Parce que j'ai pas le droit d'avoir un poste en France si je veux garder mon foulard. En fait, c'est illégal. Donc, c'est même pas qu'il y a des discriminations, c'est que c'est illégal. C'est encore, tu vois, quand tu parles Ok. d'islamophobie systémique, là, elle est légale, en fait, cette islamophobie-là. Comme aujourd'hui, j'ai pas le droit d'enseigner à l'université avec mon foulard non plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déplore et que j'aimerais beaucoup faire. J'ai vraiment à cœur la question de la transmission, de l'éducation au sens très large, de la circulation des savoirs en dehors de l'université, etc. Donc, je ne peux pas encore dire exactement où est-ce que je vais le faire ou comment je vais le faire, mais j'ai La hâte question se de pose. continuer de travailler. Ouais. Ok. J'ai hâte de continuer de travailler sur ces questions-là. Et plus largement, je sais pas non plus exactement sur quel sujet, mais je sais que je vais continuer de travailler sur des sujets qui intéressent largement l'intérêt général, qui s'intéressent à la sociologie de l'État, à la manière de gouverner, à la manière de traiter les communautés musulmanes en général, à la sociologie de l'islamophobie. Enfin, c'est des sujets, quand on a mis le nez dedans, c'est difficile après de travailler sur autre chose, tant on voit à quel point c'est Il y a matière. profond et grave, et à quel point il y a matière. Ouais, c'est ça. Et à quel point c'est d'utilité aussi publique en termes, déjà pour la société tout entière, mais même au niveau, en termes d'organisation communautaire, d'éducation communautaire, en fait, de comprendre ce dans quoi on est pris, en fait. Si on ne connaît pas les règles du jeu, on n'a aucune chance de gagner la partie et de s'en sortir bien, en fait. Et l'idée, c'est de se dire, les sciences sociales, ça permet de comprendre les règles du jeu. Et après, tu as davantage les dés en main pour faire ta partie au mieux, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose... cette question de la transmission, de la circulation des savoirs, du partage des savoirs, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, voilà. Mais où est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Et dans tous les cas, ça impliquera la France de près ou de loin. Ça, c'est pas quelque chose auquel je peux renoncer aujourd'hui. D'accord, ok. Barakallahu fik, en tout cas pour ton intervention. Barakallahu fik, vraiment pour ce rappel, pour ce partage de savoir. C'est beau, c'est beau. Nous en avons besoin. Et j'aimerais qu'on finisse cette émission avec ma petite signature. Et tu connais normalement cette signature. Je vais te poser une question. Donc moi, je débute la phrase et toi, tu l'as fini. Donc le début de la phrase, c'est « On ne va pas se mentir ». Et toi, tu complètes tout simplement ce début. On a du travail. On a du pain sur la planche. On va pas se mentir, on a du pain sur la planche. Sur la planche. Exactement. Barakallahu fik, Imen. Et là, je parle aux viewers. Si toi, tu es arrivé jusqu'ici, si toi, tu as écouté cette voix, si cette voix t'a touché, alors fais ce que les algorithmes ne font pas avec nous. Commente, like et partage. Partage. Et si tu veux vraiment que ce média continue, si tu veux vraiment en fait donner plus de visibilité à notre travail, tu peux même contribuer à hauteur de 1 euro par mois via Tipeee. Le lien est en commentaire. Le lien est en description. Donc voilà, barakallahu fikoum d'avoir suivi, partagé, liké. Imen, je te remercie encore et encore. Merci encore pour l'invitation et à très bientôt. Il n'y a pas de souci. Au plaisir. Plaisir partagé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.